Le 112, historiquement, c'est un numéro européen qui avait été mis en place dans chaque pays de la CE, donc 28 pays à peu près, pour faciliter l'accès aux services d'urgence et de secours aux ressortissants européens. En France, il a été mis en place au niveau de chaque département la réception du 112, 3/4 au niveau des SDIS et 1/4 à peu près au niveau des SAMU. Moi, je viens notamment historiquement d'un département qui recevait le 112 depuis 2004, si je m'abuse, ou 2014. Donc nous, on a en parallèle, il faut savoir qu'on travaille depuis 2-3 ans maintenant sur le déploiement des services d'accès aux soins, qui est aussi une forme de plateforme commune pour tout ce qui est problème de santé. Et on considère que pour le citoyen, la santé, ce n'est pas la même chose que le secours. Et il faut faire très attention à ne pas centraliser sur une seule plateforme, enfin, à nos yeux, des problématiques qui seraient la gestion d'un incendie, la gestion d'un problème de sécurité, d'agression et bien sûr des problèmes de santé avec tout ce qui tourne autour du dossier médical et de la prise en charge de la santé de nos concitoyens qui aujourd'hui est très complexe. Donc nous avons toujours été opposés à ce numéro unique et en plus on s'appuie sur des données factuelles qui sont le rapport Marcus notamment, qui avait été une expertise qui avait été conduite à la fois par des représentants du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, et qui avait montré que techniquement, cette solution d'un numéro unique n'était pas la bonne, en rappelant aussi quelque chose d'important, c'est que les SAMU traitent 2/3 des appels d'urgence quand on englobe l'ensemble secours et soins. Alors, juste une précision, vous évoquiez cette panne, on s'en souvient, en juin, hein, des numéros d'urgence. Voilà, pourquoi est-ce que vous faites le lien avec ce numéro, puisque effectivement ça a concerné les différents numéros? Parce que ce qui a été mis en avant comme solution pour répondre à cette panne au mois de juin, c'était des réseaux parallèles et la complémentarité entre les services. Si tous les accès aux numéros, au secours et aux soins d'urgence avaient abouti sur un seul numéro, tous les services auraient été en carafe et auraient été incapables de communiquer. Docteur Patrick Hertgen, alors en revanche, les pompiers, hein, je mets les pieds dans le plat, les pompiers souhaitent que le 112 devienne ce seul et unique numéro. Alors pourquoi? Alors, pas tout à fait en fait. Non. Moi je suis d'accord avec Louis Soula. Ça peut surprendre, mais il a raison quand il dit que la santé, c'est pas des secours. Et il a raison quand il dit que tous les appels, toutes les demandes inopinées, parce qu'il s'agit de ça, doivent pas être reçus au même endroit. Pourquoi ils doivent pas être reçus au même endroit? Parce que ce qu'on exige d'un service de secours qui doit répondre quasiment instantanément et qui doit avoir une très vive réactivité, donc, c'est d'être très sensible et très réactif. Si vous mettez absolument toutes les demandes inopinées, je vais dire non programmées, même si non programmées, c'est déjà quelque chose de plus précis s'agissant des soins, vous allez emboliser le système. Donc ce que propose, et c'est sensiblement différent, mais pas tant que ça, c'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec beaucoup de ce qui vient d'être dit, c'est qu'un numéro, et a priori le 112, parce que tant qu'on est en Union européenne, s'il ne devait y en avoir qu'un pour le secours et l'urgence, ce serait celui-ci, un numéro 112 donc. Mais à côté, et c'est indispensable, sinon ça rendrait le 112 inopérant, à côté, un numéro de l'accès aux soins. Et moi, je lis ce matin sur les réseaux sociaux que va être généralisé le service d'accès aux soins. Je suppose que mes confrères en parleront. Et on applaudit. Je veux dire, la Fédération des pompiers, et pas que la Fédération, la plupart des pompiers, applaudissent l'émergence d'un système qui, enfin, a pour ambition, en tout cas, et j'espère qu'elle y arrivera, d'apporter une réponse aux demandes non programmées, c'est comme ça qu'on dit, aux demandes de soins non programmées, mais qui ne relèvent pas forcément du secours et de l'urgence impérieuse. Quelle est la différence entre nos positions? Parce qu'évidemment, on a une position qui n'est pas parfaitement alignée. La seule différence, c'est qu'on pense que le 112 doit réunir l'ensemble des services qui traitent des situations urgences impérieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils engagent des secours, qui engagent des véhicules qui font pimpon, si je veux parler de manière très simple. Mais il y a une énorme part des appels qui viennent du public, non programmés, inopinés, comme on voudra, qui ne vont pas donner suite à un camion qui fait pimpon, mais qui vont donner suite à beaucoup d'autres réponses.
et qui relèvent notamment de la santé, et purement de la santé. Donc il nous semble, en tout cas la position des sapeurs-pompiers, c'est de dire oui, il faut un numéro de secours et il faut qu'il soit commun à l'ensemble des services qui contribuent, parce qu'aujourd'hui, vous avez un numéro qui arrive dans un centre, un autre numéro qui arrive dans un autre centre, qui la plupart du temps ne sont pas au même endroit, mais qu'on n'arrête pas de se passer des appels d'un à l'autre. Et 20 ans d'expérience montrent que l'interconnexion, elle est très très loin d'être parfaite. Donc on doit répondre au même endroit aux appels pour lesquels on doit avoir une intervention commune, et c'est éminemment le cas des sapeurs-pompiers et des SAMU-SMUR. Mais à côté de ça, on doit avoir un numéro de l'accès aux soins, et cet accès aux soins, il ne doit pas arriver dans le même tuyau. En d'autres termes, on ne met pas dans la même file d'attente l'appel pour l'arrêt cardiaque et l'appel pour la demande de soins pour la grippe. Et c'est comme ça qu'on fonctionnera. Donc travaillons à côté et ayons un guichet pour ce qui est très urgent et un guichet pour ce qui est moins urgent. J'achève en disant, parce que c'est quelque chose que je vais entendre dans 10 secondes si je ne le dis pas maintenant, j'achève en disant que quand les gens se trompent, parce qu'on a entendu pendant des mois de dire mais vous ne pouvez pas confier aux Français l'écrasante responsabilité de déterminer si oui ou non ma douleur là elle est très très grave ou pas. Si la personne se trompe de guichet et va dans le guichet des soins non programmés alors qu'en fait il y a quelque chose de grave qui se cache derrière un symptôme, il sera réorienté, parce que c'est faire injure aux professionnels de santé aujourd'hui que d'imaginer qu'ils ne vont pas chercher le signe de l'accident vasculaire cérébral, de la coronoropathie aiguë, qui effectivement pourra apparaître comme quelque chose de bénin alors qu'en fait c'est grave. Voilà. Donc on peut se tromper de guichet, mais le guichet qui répond à l'urgence immédiate, il doit répondre en 15 secondes, pas en 30, pas en 1 minute, il doit répondre en 15 secondes, et il doit très vite avoir la capacité d'engager la réponse initiale, et ensuite on travaille avec l'échelon médical. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'on doit travailler à côté. Et je pense qu'on a des positions qui sont finalement assez proches. Madame la députée, ce numéro d'accès aux soins, voilà, comment est-ce que la loi l'envisage dans le cadre des services d'accès aux soins, j'imagine? Alors, tout d'abord, merci aux deux interlocuteurs de faire, en tout cas, un peu un état des lieux, parce que ça a été aussi ces mêmes discussions pendant qu'on faisait cette loi. Et c'est vrai que à la base, c'était une loi qui devait se concentrer sur l'engagement des sapeurs-pompiers. C'était une loi de la sécurité civile. Mais comme vous le savez, il y a un point commun entre l'urgentiste, le sapeur-pompier et puis, en tout cas, le système de secours français de façon générale. Et c'est pour ça que dans cette loi, il y a des mesures pour lesquelles il y a ce travail en commun que le législateur a appelé de ses voeux entre la SAMU, les pompiers, gendarmes, police. Et l'idée de faire une expérimentation, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas déjà des expérimentations dans certains départements. Ça a été une base pour nous, législateurs, justement. Et aujourd'hui, la question de l'expérimentation du numéro unique, elle nous permettra de prendre la bonne décision. Parce qu'on va dire qu'il y a eu un moment où, comme il l'a dit aujourd'hui encore, le SAMU reste opposé à un numéro unique avec les raisons qu'il explique. Mais nous, législateurs... Vous les entendez, ces raisons-là aussi? On peut les entendre, mais on pense aussi qu'il y a moyen de travailler ensemble parce qu'il y a un objectif commun derrière les secours. Il y a bien sûr les secours d'urgence, mais comme monsieur le représentant des pompiers l'a dit, quand les citoyens se trompent, forcément, il y a quelqu'un qui prend le relais. Mais ce que nous avons voulu mettre en place à travers l'expérimentation de 2 ans de 3 plateformes, puisqu'on a bien fait la scission en disant qu'on pourrait tester de réunir le SAMU, les pompiers, les services de police et gendarmerie d'une part, et voir ce que ça donne. Et la deuxième possibilité, c'était le SAMU et les pompiers. Et la troisième, c'était le SAMU et les soins et les permanences de soins. On sait très bien que c'est un système complexe, mais derrière ces expérimentations, c'est de trouver ce qui fonctionne et après le reste, on pourra réajuster. Mais il est vrai aussi qu'on a été quelquefois confronté à cette opposition qui dit déjà que la solution n'est pas pertinente, alors que nous, on souhaite quand même voir le résultat de l'expérimentation.
En réalité, je pense que au-delà de l'opposition de forme, puisque dans cette loi, on a aussi essayé de résoudre la question des carences ambulancières, parce que c'est un vrai sujet pour les sapeurs-pompiers. Je ne vais pas incriminer les services des SAMU, mais c'est la co-construction que les législateurs a cherché à mettre en place. Et c'est la même chose qu'on voudrait qu'elle existe par rapport à l'expérimentation du numéro unique. Je connais la tendance des sapeurs-pompiers et je connais aussi la tendance des représentants des urgentistes. Mais je suis sûre qu'on peut trouver un compromis, et le fait d'écouter les deux, il y a quand même un point de convergence quelque part. Est-ce que cette loi, elle n'a pas été votée finalement en faveur des pompiers? Au départ, c'était une loi pour la sécurité civile. Je connais bien le sujet parce que j'avais commencé à travailler sur cela en 2017 avec les sapeurs-pompiers du Lot. Et les mesures qu'on avait proposées à l'époque, à part la partie qui devait régler les carences ambulancières, il n'y avait pas tout de suite l'expérimentation du numéro unique. Et derrière, il y a eu l'histoire du 113, puisque le domaine de la santé voulait aussi, dans d'autres lois, la question du numéro 113 est venue. Donc, comme il y avait la loi sur le statut des sapeurs-pompiers et qu'il y a une cohabitation entre santé et secours, parce que le même objectif, c'est sauver les citoyens, ou en tout cas, ce n'est pas la question de lutter contre les incendies, ce n'est pas seulement la question de protéger les biens, mais c'est l'humain qui relie les différentes parties. Donc on peut dire qu'à la base, c'était une loi pour les sapeurs-pompiers, mais on a jugé bon aussi de régler la question de cohabitation pour faire en sorte que le modèle de secours français puisse en tout cas être efficace dans son ensemble. Voilà pourquoi les questions qui fâchent se sont retrouvées dans cette loi. Oui, professeur Soula, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais réagir sur deux choses, notamment sur le problème des carences. C'est vrai que les carences ambulancières, pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est les situations où on sollicite les ambulances des sapeurs-pompiers pour intervenir lorsque les transports sanitaires ne sont pas disponibles. On a eu du mal à comprendre ce que venait faire ce problème dans cette loi, alors qu'en parallèle, il y a une loi actuellement qui est celle de la réforme des transports sanitaires urgents, qui doit améliorer le dispositif des transports sanitaires qui concernent les transports sanitaires et qui sont un partenaire incontournable de l'aide médicale urgente. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure le collègue Dr Ergen, c'est vrai qu'on peut retrouver également un point d'accord. C'est vrai que notre problématique, aujourd'hui, c'est de qualifier les appels très rapidement. Qualifier un problème de santé en faisant la part entre une douleur thoracique qui n'a aucun risque évolutif d'aller vers la mort subite et celle de la douleur thoracique de l'infarctus qui peut conduire à la mort subite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les organisations que l'on met en place à travers un numéro santé et un point d'entrée unique au service d'accès aux soins, c'est ce qu'on appelle le biniveau, avec un appel qui doit être décroché par un professionnel de santé qui a été formé pour identifier ces situations de détresse. Et l'autre sujet, c'est les modèles européens. Alors très souvent, on nous dit il y a des numéros uniques en Europe. Il y a seulement 8 pays qui ont ce modèle unique. Et moi, je vous invite à aller un petit peu sur les réseaux, voir ce qui se passe quand on a un modèle unique de déclenchement des moyens. Et bien, on a des files d'attente d'ambulance dans les services d'urgence. Moi, je suis responsable d'un SAMU et d'un service d'urgence. Et ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, 70% des patients qui sont amenés par les VSAV des sapeurs-pompiers repartent après une consultation aux urgences. Et en parallèle, c'est ces patients-là, aujourd'hui, qu'on veut, dans une certaine proportion, réorienter vers les services d'accès aux soins non programmés à travers le SAS. Donc d'un côté, on nous dit qu'il y a une sursollicitation des moyens sapeurs-pompiers par les SAMU, et on veut essayer de valoriser la carence ambulancière pour limiter ces recours. Moi, je suis entièrement d'accord. Depuis que je suis dans ce métier-là, j'ai fait 30 ans, je me suis acharné à faire baisser le nombre de carences, ces carences étant réglementairement, je le rappelle, qualifiées par un médecin et non pas a posteriori par les sapeurs-pompiers, tel que le prévoyait le premier projet de loi Matras.
Alors justement, par rapport à ce numéro et qui répond, Madame la députée, alors ce numéro unique d'urgence, qui devrait y répondre et comment déterminer l'urgence justement? Alors, il y a forcément le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur qui sont concernés par le sujet, mais aussi les collectivités territoriales, puisque les sapeurs-pompiers sont aussi sous la responsabilité de nos départements. Donc, il a été décidé que les expérimentations vont se faire dans une zone de défense, donc dans un département, dans une zone de défense, sous la responsabilité du préfet de région ou le préfet de zone et plus l'ARS. Et pourquoi les départements sont désignés là ou... Oui, il y aura les départements, il y aura des représentants des départements dans... Le maillage est déjà établi? Je ne crois pas que le maillage est déjà fait, mais ce qui est prévu, parce que c'est prévu 2022, on est d'accord? 2 ans, donc c'était censé commencer dès maintenant. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ça patine un peu? Mais je pense qu'il y a eu bien sûr la crise Covid qui a changé beaucoup de choses, mais il y a aussi le fait qu'on vient de voter la loi et qu'il faut, maintenant faire en sorte que tout ça soit mis en place, que les décrets sortent. Les décrets sont en train de sortir avec une certaine rapidité. Je pense que d'ici mars-avril, on aura tout ce qu'il faut comme décret dans ce sens. Après, il faudra aussi que les différents acteurs soient bien sûr prêts à travailler ensemble. C'est ce que nous appelons de notre vœu, en tout cas. Donc, les plateformes, voilà la façon dont elle va être mise en place. Sur la question des carences ambulancières, c'est bien sûr une question qui fait débat. Je disais tout à l'heure que l'objectif commun, c'est de secourir quelqu'un qui est en urgence, quelqu'un qui est dans le besoin. Et quand il manque des ambulanciers, on est obligé de solliciter ce qui s'y approche le mieux. Donc, ce sont les sapeurs-pompiers. Mais derrière, ce sont aussi des moyens des sapeurs-pompiers qui sont utilisés. Et régler la question des carences, c'est aussi que, puisque c'est les urgentistes qui font la facture, qui décidaient ce que c'était que la carence, s'il fallait rembourser ou pas. Et on a voulu que dans la loi, cette situation soit clarifiée pour que les pompiers qui dépensent aussi du temps, de l'énergie, bien sûr, au service de nos concitoyens, puissent en tout cas, en termes de moyens, récupérer ce que le SAMU aurait dû faire si tout allait, si les moyens du SAMU étaient disponibles. Il faut savoir que le coût des carences en France, c'est 800 postes d'infirmiers, puisque c'est les hôpitaux sièges des SAMU qui payent ces carences aux factures des sapeurs-pompiers. Oui, je vois bien sûr la question des moyens derrière, mais je pense que c'est logique aussi que ce soit comme ça. Et puisque je disais d'entrée que c'était une loi qui concernait le statut des sapeurs-pompiers, au-delà des carences ambulancières, il y a d'autres carences aussi que les pompiers prennent en charge et pour lesquelles ce serait bien de les rembourser. Je prends l'exemple d'une personne qui est coincée dans un ascenseur et qui appelle les sapeurs-pompiers. D'entrée, le sapeur-pompier ne peut pas savoir si c'est vraiment une urgence ou si c'est juste une personne qui est coincée dans un ascenseur. Donc, il y a des petites choses comme ça que les pompiers font et qui, à l'arrivée, ça prend du temps, des moyens et on n'arrive plus à avoir des disponibilités au niveau de nos territoires. C'est pour ça que nous essayons aussi, à travers cette loi, de faire en sorte vraiment que le rôle principal du sapeur-pompier soit connu, que son engagement, en tout cas, soit beaucoup plus circonscrit à son corps de métier, on va dire, tout en sachant que vous connaissez les statistiques, on n'en a pas suffisamment non plus et en ce moment on a du mal à recruter des pompiers volontaires. Donc l'idée du législateur, c'était vraiment de trouver une solution, de faire en sorte que les différents acteurs travaillent ensemble et que quand il y a des problématiques à résoudre, qu'on soit aussi en mesure de pouvoir le faire. Docteur Adjen. Oui, je voulais intervenir parce que j'ai entendu 2 choses tout à fait inexactes. Alors je pense qu'il est bien que chacun entende l'ensemble des choses. Première chose inexacte que j'ai entendue, c'est qu'un modèle avec lequel un numéro unique viendrait être reçu par des sapeurs-pompiers, parce que c'est de ça dont il s'agit, entraînerait un afflux injustifié de patients aux urgences.
Et il a été dit deux choses par mon confrère. Premièrement, regardez les files d'attente qu'on a vues sur les réseaux sociaux devant les hôpitaux, j'en dirai un mot. Et puis deuxièmement, dans mon hôpital, nous dit-il, 70% des patients transportés par les sapeurs-pompiers ressortent. Deux choses. Premièrement, sur les files d'attente. Là, pour le coup, on compare des systèmes absolument incomparables et on compare notamment des files d'attente devant des hôpitaux, dans des systèmes où les critères de qualité sont fondés sur le temps qui s'écoule entre le moment où on arrive dans la structure et le moment où on est pris en charge. Et pour satisfaire à ce critère de jugement, ce critère de qualité, la pratique, c'est vous restez dans l'ambulance parce que tant que le patient est dans l'ambulance, ça compte pas. Et le chronomètre, il décompte pas. Alors qu'il y ait eu des afflux de patients dans des hôpitaux à la première phase du Covid, personne ne le conteste. Mais aller imputer à un service qui viendrait décrocher ensemble, il s'agit de décrocher ensemble, aller imputer les files d'attente qu'on a pu voir, notamment en Grande-Bretagne, mais dans d'autres pays également, au Portugal, qui est un pays que je connais bien, à ce projet, on va dire, est une inexactitude. Deuxièmement, 70% des patients transportés par les sapeurs-pompiers ressortent des services d'urgence. Mais c'est normal. Une structure d'urgence, un service d'urgence pour parler communément, c'est un service qui n'hospitalise pas tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne reste pas à l'hôpital. Il y a des passages. Et le professeur Soula le sait mieux que moi. C'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes qui soient admises dans un service d'urgence et qui en ressortent quelques heures plus tard. C'est normal. Et je vais au-delà. Quand on discute avec les urgentistes intra-hospitaliers, ils vous disent que ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème des structures d'urgence, c'est ce qu'ils appellent l'aval. Et SAMU de France a suffisamment travaillé sur l'aval pour que je n'ai pas besoin, moi, de le dire devant Louis Soula. En revanche, prétendre que les sapeurs-pompiers s'engageraient eux-mêmes trop souvent et que de ce fait, ils entraîneraient des files d'attente devant les urgences, et premièrement, et deuxièmement, que la plupart des patients qui y sont transportés, ils le seraient de manière indue, c'est soit se tromper, soit vouloir présenter les choses avec un mauvais argument. C'est normal que des personnes arrivent et ressortent. Au surplus, et sur ce point-là, j'achève avec ça, et après je dirai un mot sur les carences, au surplus, en France, tous les sapeurs-pompiers sont orientés par un SAMU. C'est-à-dire que ces fameux sapeurs-pompiers qui arrivent pour rien, eh bien, lorsque vous recevez leur bilan, il faut leur dire, mais cette personne, laissez-la chez elle, elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, je lui propose une autre offre de soins. Sauf que la vraie vie, c'est qu'il n'y a pas d'offre de soins, d'autres offres, souvent dans ces situations-là. Sinon, les pompiers n'iraient pas parce que les pompiers n'ont aucun intérêt à y aller de manière indue. Et Madame la députée l'a très bien dit, la charge des secours qui repose sur les collectivités territoriales, les départements et les communes, rappelons-le, la charge de secours, elle est aujourd'hui suffisamment importante pour que personne n'ait besoin de faire du chiffre. Voilà. Donc cet argument-là qu'on a beaucoup entendu cet été, qu'on a beaucoup entendu à la rentrée, au moment de la CMP, notamment la commission mixte paritaire, et lorsqu'il s'agit d'arbitrer tout ça, cet argument-là, je suis navré, est un argument d'une la plus grande malhonnêteté, mais on est là pour débattre et parfois on est là pour effectivement essayer de trouver le bon argument. Ici, il faut trouver de meilleurs arguments, mais celui-là n'en est pas un. Deuxièmement, combien de postes d'infirmières avec les carences? J'ai entendu 8800, bon, 850. 750. C'est quoi la carence d'ambulancière? C'est qu'il y a un flux financier qui va de l'assurance maladie vers les services d'incendie et de secours. Enfin, en tout cas, vers des budgets gérés par les ARS vers les services d'incendie et de secours. Pour des raisons techniques, en fait, pour des raisons administratives. Ce flux financier, il part de l'hôpital siège du SAMU vers l'établissement public SDIS. D'accord? Je suis désolé, je ne vais pas faire de droit administratif, mais c'est pour des raisons techniques, de technique administrative que le flux est comme ça. Ce n'est pas pour autant que c'est de l'argent qui va manquer pour telle ou telle infirmière ou pour tel et tel service en fonctionnement. Pourquoi? Parce que ces sommes-là sont budgétées. Et l'Agence régionale de santé, qui distribue ces budgets, qui viennent pour grande part de l'assurance maladie, pour certaines du budget de l'État. Je ne vais pas refaire les finances de la santé, je ne serai pas le mieux placé pour le faire, mais je les connais suffisamment pour savoir qu'on ne va pas enlever des infirmières à l'hôpital parce qu'on fait des carences. D'accord? Ces budgets-là sont déterminés avec l'ARS, qui les estime et qui les alloue à l'hôpital siège, qui sert en quelque sorte de boîte aux lettres. Donc cette dépense-là, les sapeurs-pompiers disent, et les services d'incendie et de secours, au-delà des seuls sapeurs-pompiers disent, on n'en veut pas plus que ça, on n'a pas besoin de ça pour vivre. En revanche, il est normal que lorsque une mission de sapeurs-pompiers est effectuée, non pas parce qu'il y a une action de secours,
à produire, mais simplement parce qu'on n'a pas trouvé un transporteur sanitaire, il est normal qu'il y ait une sorte de dédommagement. Le président de la République a annoncé qu'elle serait au moins de 200 €. Le coût unitaire, aujourd'hui, il est à 124 €, ce qui est très en dessous du prix de revient, du coût marginal de revient. Mais cette somme-là, c'est une somme in fine qui vient de l'assurance maladie, mais qui aurait pu l'engager avec des transporteurs sanitaires. Et qu'est-ce que disent, et j'achève avec ça, qu'est-ce que disent les sapeurs-pompiers? Ils disent, mais on a du travail pour tout le monde. Moi, je préférerais qu'il y ait une réponse de transporteurs sanitaires privés organisés, efficaces, et les transporteurs, et Dieu sait si je discute avec eux, souhaitent la même chose, et que cet argent-là, il aille auprès d'ambulanciers, dont le métier est aussi de faire du transport sanitaire d'urgence. Notre métier, il est de distribuer des secours. L'évacuation, c'est la poursuite de l'action de secours, mais si on fait uniquement du transport, on n'est pas sur notre métier. Donc cet argent-là, c'est de l'argent qui de toute façon arrivera, et on préfère qu'il arrive auprès des ambulanciers privés pour faire du transport sanitaire urgent, plutôt qu'il arrive dans un SDIS qui est dimensionné pour porter des secours et pas pour faire du substitut d'ambulance. Mais dans tous les cas, ce n'est pas pour autant qu'il y aura des infirmières en moins à l'hôpital. En général, quand il manque des infirmières à l'hôpital, ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent pour les payer, c'est parce qu'on ne les trouve pas à recruter. Alors on est d'accord sur deux choses, hein, et il y a des représentants des transports sanitaires dans la salle, je suppose. Il est évident que le problème des carences, il va se régler si on ne bloque pas la mise en place de la réforme des transports sanitaires urgents. Vous savez de quoi je parle, cette loi qui aurait dû sortir avant la fin de la mandature actuelle, Madame la députée, et qui était en parallèle d'autres choses, notamment sur les actes de soins d'urgence. La deuxième chose sur laquelle je suis content et je vais dire, je suis d'accord avec vous, c'est sur la transmission des bilans. On est heureux d'apprendre que tous les patients sont orientés, tous les patients pris en charge par les sapeurs-pompiers sont orientés après transmission de bilan. J'ai cru entendre que ça ne se passait pas partout pareil, notamment en région parisienne. En région parisienne, la régulation, elle est intégrée au service d'incendie, mais le principe est exactement le même. Alors voilà, on est parti un peu sur ce sujet des carences, mais on va se recentrer maintenant sur les plateformes. Et je vous propose cette transition avec le docteur Thierry Roupioz, qui est à Annecy, où une plateforme commune existe depuis 25 ans. Alors, vous allez nous dire un peu pour quelles raisons ce mécanisme a été mis en place, comment il s'est développé aussi, et quel bilan vous faites aujourd'hui. Oui, le débat est très intéressant et effectivement, je pense qu'avant de construire le toit de la maison, faut-il encore en faire les fondations et construire les murs. Et nous, on est parti depuis donc 1996 sur une plateforme commune 15-18-112. Alors initialement, elle a été provoquée par les sapeurs-pompiers puisque leur souhait était de départementaliser la réception des appels 18, afin également de prévoir la réception des appels 112. Et dans une logique de partenariat et afin de mixer les fonctionnements, à l'époque, le directeur de l'établissement siège de SAMU s'était rapproché de son collègue directeur du SDIS et on s'était embarqué dans une plateforme commune. 1996, et donc on reçoit l'ensemble des appels sur ce plateau avec, alors c'est très historique, hein, mais vous allez voir au milieu, alors je ne sais pas si j'ai un pointeur, non, c'est pas ça. En tous les cas, vous voyez que sur la partie droite, on a un endroit où on avait logé le médecin régulateur à l'époque, surtout parce qu'on ne connaissait pas du tout quels étaient les enjeux de confidentialité médicale et de secret médical, puisque là, on allait dans un endroit un petit peu inconnu, puisque le médecin au centre des sapeurs-pompiers était une vraie question en termes de confidentialité. Et donc, on l'avait mis dans un endroit un peu isolé, au milieu des autres, et donc les interactions se faisaient à travers ce qu'on appelle un passe-plat, c'est-à-dire une ouverture d'une vitre. Les systèmes d'information étaient totalement différents à l'époque. Et donc, on a bien vu qu'un certain nombre d'écueils étaient là, notamment dans les éléments de départ réflexe, où il fallait, lorsqu'un service recevait une alerte, eh bien, il fallait que l'autre service puisse ressaisir les données d'information administrative, d'adresse, pour pouvoir engager ses moyens.
L'histoire a fait que depuis 1996, un certain nombre d'autres partenaires se sont intégrés dans la plateforme. Alors on avait le service du téléalarme qui est géré par le conseil départemental de la Haute-Savoie, qui s'occupait initialement des personnes âgées maintenues à leur domicile, puis par extension des personnes dépendantes. Très rapidement, en 2001, on a été sur la Haute-Savoie un des sites pilotes expérimental pour envisager la mise en place d'un coordonnateur ambulancier intégré donc sur la plateforme et intégré au SAMU pour la gestion des ambulances privées. 2001, c'est 8 départements qui sont choisis. Nous le sommes un des 8 et on met un coordonnateur ambulancier sur les périodes de garde départementale, puis très rapidement H24 dès 2003. La médecine libérale est venue en 2004 dans le cadre de la réorganisation de la permanence de soins. Et puis enfin, en 2008, nous avons accueilli le 115 qui est non pas le SAMU social, mais l'hébergement social en urgence, et qui depuis quelques années est géré par la Croix-Rouge française. Tout ça a fait qu'il a fallu, puisque non seulement les locaux devenus petits, mais parce que aussi les partenaires devenaient de plus en plus nombreux, il a fallu réfléchir à une extension des éléments bâtimentaires. Et donc, un projet est né en 2005. Et là, on l'a co-construit tous ensemble, avec une réflexion qui a été totalement partagée, bien évidemment avec les deux entités publiques principales qui étaient le SDIS et le SAMU, mais aussi les ambulanciers privés, mais aussi la médecine libérale, mais aussi le téléalarme et le 115. Et donc, tout ça est arrivé à une plateforme beaucoup plus grande et surtout un outil commun de gestion des patients et gestion des victimes, notamment dans le premier niveau, où là, d'un outil d'aide à la décision, quel que soit le numéro fait par le requérant, que ce soit le 15, le 18 ou le 112, eh bien, l'opérateur, quel qu'il soit, assistant de régulation médicale du côté SAMU ou sapeur-pompier du côté SDIS, aura le même outil de saisie des données et de réponse, puisque à l'issue d'un jeu de questionnaires, de questions-réponses, le logiciel va lui proposer un mode de réponse. Et ce mode de réponse, il est uniforme. Il est identique, quel que soit l'opérateur qui est concerné. Voilà la plateforme. Alors, nous avons en bas, au milieu, la réception des appels. Et puis, 2 pôles de compétences, un pôle SAMU et un pôle SDIS. Le pôle SDIS, nous n'y sommes pas. Et le pôle SAMU, le SDIS n'y est pas. Dans lequel on retrouve des assistants de régulation médicale et les médecins régulateurs, avec tout à côté l'association des transports sanitaires pour l'urgence, avec le coordonnateur ambulancier, qui est un lien privilégié dans toutes les demandes de transport sanitaire urgent par les médecins régulateurs. Et puis, de manière annexe, les autres partenaires. Bien sûr, pour gérer tout ça, c'est une slide qui vous montre le dispositif. Peu importe ce qu'il y a dedans, ce sont les éléments conventionnels. Les éléments conventionnels sont majeurs. Pourquoi ils sont majeurs? Parce qu'ils doivent construire les systèmes. Ils doivent régler les systèmes, ils doivent régler les différentes interactions entre les services. Et il existe tout un nombre de conventions et de règlements qui permettent d'élaborer l'entente et le partenariat au quotidien. Alors bien sûr, les chiffres qu'on a dit, ils sont réels, puisque nous, voilà quelques chiffres où l'on voit bien que la prépondérance des appels 15 est majeure, qu'il existe un certain nombre de transferts du 18-112 vers le 15, que le 18 traite et le 112 traite bien évidemment à peu près 45% d'appels 112 par rapport aux appels totaux. Et puis à côté de nous, on a un certain nombre d'ambulanciers qui réalisent à peu près 30 000 interventions annuelles. Ce sont des chiffres, c'est simplement des ordres de grandeur. Et on a beaucoup parlé des carences. Alors les carences, nous, elles sont, et ça c'est un élément fondamental, elles sont bien évidemment a priori. C'est-à-dire que c'est le médecin régulateur qui, selon bien évidemment la pathologie, indique s'il y a lieu de faire une carence ou pas. Elles ne sont pas réglées a posteriori, elles le sont immédiatement en salle. Et lorsque le médecin régulateur déclare une carence, c'est le coordonnateur ambulancier qui demande l'intervention auprès des sapeurs-pompiers pour l'engagement d'un VSAV. Et alors, on peut le voir là-dessus, sur cette slide, les missions ambulancières ne font qu'augmenter, puisque la convention qu'on a réécrite en 2018 pose très clairement les bases et l'objectif du SDIS, c'est de au moins stabiliser, si ce n'est de réduire la pression opérationnelle. Et sur la Haute-Savoie, le secours à personne fait par les sapeurs-pompiers est en diminution.
Et les ambulanciers privés, eux, contribuent de plus en plus largement à la prise en compte de l'aide médicale urgente. De manière parallèle, les carences ambulancières sont en diminution puisqu'elles atteignent en 2020 un peu moins de 6%. Alors elles ont augmenté un petit peu en 2021. Pourquoi ? Parce qu'effectivement il y a des éléments sociaux majeurs, parce que tout le monde attend effectivement la réforme du transport sanitaire urgent. Et c'est un élément fondamental que tout le monde attend, et nous les SAMU on les attend également. On attend également ces textes, bien évidemment, avec beaucoup d'attention. Et donc la profession ambulancière est en grande difficulté, et nous, département très touristique l'hiver, eh bien, avec des augmentations de personnel pour les saisons, bien évidemment dans les stations de sport d'hiver, eh bien, la profession a été en grande difficulté cet hiver. Alors, quels sont les points forts et quels sont les axes de vigilance ? Beaucoup de points forts de cette expérience. C'est plus une expérience, c'est un fonctionnement, parce que tout à l'heure j'entendais parler d'expérimentation. Ce n'est plus une expérimentation, c'est un fonctionnement qui est maintenant bien rodé, je vous dis, depuis maintenant 25 ans passés. Alors bien évidemment, dans le gain de temps, il y a un gain de temps majeur puisqu'on utilise le même outil, et donc il n'y a pas de ressaisie d'informations. Les services, quel que soit l'opérateur, saisit la même chose, et il y a une traçabilité de l'information sur le plateau par tout le monde, par les ambulanciers, par le SAMU, par le SDIS, avec une réponse homogène, identique, quel que soit le numéro fait, réalisé, avec une délégation d'engagement dans les engagements réflexes, puisque dans les situations de gravité, on ne pose pas la question à l'autre d'engager ses moyens. Ils sont engagés immédiatement par le système d'information. Tous ces moyens sont visibles en temps réel par l'ensemble des services. Et le partage de la plateforme au quotidien, dans les espaces bien évidemment de travail, mais aussi de pause et je dirais de moments de non-travail, eh bien ça permet de se connaître et d'avoir un respect entre toutes les entités. Et puis sur les échanges, bien évidemment, dans des situations complexes, et Dieu sait s'il y en a dans nos zones de montagne, eh bien c'est un atout majeur de pouvoir se rencontrer, de pouvoir discuter et de pouvoir arbitrer à l'instant T sur une situation particulière. La mutualisation des coûts, elle est importante. Le SAMU est dans les locaux du SDIS avec une convention financière extrêmement bien détaillée qui permet au centre hospitalier siège de SAMU de régler exactement ce dont il doit et de bénéficier en contrepartie des éléments évolutifs que l'ensemble des partenaires peut faire. Nous réalisons également des formations communes, et dans la gestion de crise, on l'a vu par rapport au Covid, où on rappelle que la Haute-Savoie a été un des premiers départements à avoir été touché, puisque nous avons eu le cluster des contaminés de Montjoie, puis ensuite le premier village qui a été confiné, la Balme de Sillingy. On a eu une augmentation majeure, comme tous les autres SAMU d'ailleurs, des sollicitations, et le SDIS nous a permis, pour gérer cette crise, d'avoir une zone de repli complètement mise en place par leurs soins. Bien sûr, tout ça nécessite bien évidemment des axes de vigilance, de faire attention à l'intégration de tous les partenaires et d'être en lien avec l'ensemble de ceux-ci. Et ça, c'est un élément majeur, que tous les partenaires doivent contribuer à la construction de cette plateforme. Ce n'est pas que le SDIS, ce n'est pas que le SAMU, ce sont aussi les autres partenaires qui ont voix et qui doivent être entendus dans des espaces de discussion, des espaces de concertation pour permettre de partager les décisions, d'orienter et parfois d'arbitrer. Et un élément majeur qui est sur la communication dans les services, mais aussi entre les services. Et donc on le voit, nous, en tous les cas, depuis 25 ans, la plateforme commune peut exister, elle peut fonctionner et elle peut durer. Je vous remercie. Très intéressant cet exemple pratique de terrain. Une réaction, professeur Soula? Oui, je vais réagir parce qu'effectivement, on parle de plateforme commune. Et je voudrais revenir sur la diapo où il y a toutes les briques et les conventions interservices. Moi, je peux vous présenter exactement la même diapositive dans un SAMU qui est celui de Rennes, où on a déployé le même processus conventionnel, que ce soit avec les sapeurs-pompiers, avec les transports sanitaires, avec SOS, avec les représentants de la régulation médecine générale, avec la police, la gendarmerie. Cet aspect conventionnel, effectivement, c'est le support des plateformes. Et je vais même beaucoup plus loin. Il n'existe pas 21 plateformes physiques en France actuellement. Il en existe à peu près 100, parce que les plateformes, ce que nous on appelle les plateformes virtuelles, c'est un dispositif où les services sont interconnectés et on a un échange d'informations qui est au moins équivalent. Alors vous parlez de virtuel justement là. Est-ce que c'est équivalent, docteur Roupios, vous qui êtes dans
l'échange, la communication justement avec chacun des acteurs. Comment vous voyez ça? Alors oui, en effet, on peut défendre la virtualisation des plateformes. Nous, ça n'a pas été notre choix et on s'est toujours engagé en proximité humaine. Et ça, c'était un élément fort pour nous, en tous les cas, que tous les partenaires soient au même endroit, dans un même lieu, avec, même si on a des espaces différenciés de travail, il n'empêche que sur des situations qui peuvent être complexes, c'est quand même beaucoup plus simple de les gérer en direct, de manière relationnelle, physique, plutôt que via le téléphone. Et je pense que ça, c'est un élément assez essentiel. Alors, on me dira, le quotidien, ce ne sont pas que des situations complexes. Néanmoins, lorsqu'on est face à une situation complexe, eh bien, il est quand même plus facile de le régler en direct avec nos interlocuteurs. Et les arbitrages se font immédiatement. C'est-à-dire que ça ne passe pas par la voie téléphonique ou la voie... ça passe bien sûr par la voie informatique, mais il y a aussi la voie humaine, notamment dans la gestion des carences. La gestion des carences, elle se fait certes informatiquement, mais elle se fait aussi par un échange humain de proximité. De visu. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de dossier médical. Vous avez un outil commun pompier-SAMU. Est-ce qu'il y a un dossier médical ? Alors, oui, non, il y a un dossier médical, bien entendu, et ce dossier médical, il n'est visible que par les gens du SAMU, c'est-à-dire les assistants de régulation médicale et les médecins régulateurs, que les autres éléments ne sont pas visibles par les autres partenaires. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un endroit qui est exclusivement à la main du SAMU. Ça, c'est bien perçu par les autres services, c'est bien accepté? C'est bien accepté, effectivement, puisque de toute façon, dans les éléments décisionnels, et de temps en temps, lorsque l'on a argumenté sur une situation, on le fait bien évidemment par la voix. Docteur Erdjen. Si on considère qu'il y a déjà 100 plateformes virtuelles, on considère que tous les gens qui discutent en chat ou en SMS partagent le même lit, quoi. C'est à peu près la même chose, hein. C'est l'amour en vrai ou l'amour à distance. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses en distance. Et effectivement, on peut travailler. Moi, je fais bientôt 30 ans que je travaille aussi dans des services de secours. On peut faire plein de choses à distance. La vraie vie, c'est que ça ne marche pas. Enfin, ça marche mal. Pas dire que ça ne marche pas, mais ça marche mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on présente comme des plateformes virtuelles, en fait, c'est des systèmes où on arrive à se passer d'une plateforme à l'autre, une adresse, une fiche avec une adresse, avec la description d'une situation. Parce qu'effectivement, il y a des plateformes où on continue à se téléphoner, à se dicter des adresses. En 2022, quand même des endroits où on continue à dire « Allô, oui, j'ai eu un appel à tel endroit, j'ai besoin de parler. » Voilà. Bon. Et ce qu'on appelle des plateformes virtuelles, c'est effectivement les endroits où on se passe une fiche d'un endroit à l'autre. C'est parfaitement insuffisant. Je veux dire, il faut bien dire les choses. Et on peut les dire de manière aimable, mais c'est parfaitement insuffisant. C'est parfaitement insuffisant en temps de crise, mais pas uniquement en temps de crise. En temps de crise, c'est un naufrage. En crise aiguë, c'est un naufrage. Et l'histoire assez récente des crises aiguës a montré que quand vous n'êtes pas colocalisé, qu'en réalité, la ligne directe, en fait, elle est gentille, mais elle sonne à quelqu'un, auprès de quelqu'un qui, de toute façon, a déjà 5 autres tâches, donc elle n'est pas décrochée, donc ça ne fonctionne pas. Mais pas uniquement en cas de crise majeure, mais au quotidien, quand vous avez une certaine intensité opérationnelle, quand vous avez, mais ça vient d'être dit par mon voisin, quand vous avez des arbitrages à apporter, quand vous avez tout ce qui est la vraie vie, mais vous le faites 10 fois mieux quand vous êtes colocalisé que quand vous ne l'êtes pas. Et moi, je suis toujours ennuyé quand j'entends tous les arguments possibles pour éviter d'être colocalisé, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a une sorte de répulsion, alors même qu'il s'agit de deux services qui ne cessent de s'appuyer l'un sur l'autre. Il s'agirait de services parfaitement indépendants. On pourrait dire, mais à la fois, quelle lubie anime donc les sapeurs-pompiers qui veulent à tout prix nous coller. Et je veux dire, aujourd'hui, on a construit des systèmes interdépendants, dans les deux sens. C'est-à-dire que les appels qui arrivent au 18 bénéficient d'une expertise, d'un traitement médical dans les centres 15, et les appels qui arrivent au 15 et qui nécessitent une action de secours nécessitent l'intervention des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'un 15 ne fonctionnera pas sans qu'il y ait ce qu'ils appellent les effecteurs, nous on parle d'acteurs de secours, que sont les sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, les sapeurs-pompiers ne se sont pas construits, sauf l'exception à laquelle vous faisiez allusion, chers confrères, mais les sapeurs-pompiers ne se sont la plupart du temps pas construits avec en eux-mêmes cette valence médicale, puisqu'elle existe, elle est offerte par les centres 15. Donc on a besoin des uns des autres. Donc quand on a besoin des uns des autres et qu'on veut travailler ensemble, refuser de cohabiter,
me paraît une démarche assez peu explicable, sinon par une sorte d'entre-soi qui, de mon point de vue, est complètement obsolète. Juste pour répondre sur l'aspect virtuel et dormir ensemble, vous avez parlé de la plateforme d'Annecy, il y en a 21. On peut parler de celle de Clermont, qui était la première, qui était à l'hôpital, 2 services qui sont aujourd'hui complètement séparés. On parlait de l'investissement, le CHU à l'époque n'a pas investi dans des locaux, donc il se retrouve confiné dans un quart à peine de la surface des locaux, avec un effectif qui est triple par rapport à celui des sapeurs-pompiers. On peut parler de celle d'Angers, qui a fait marche arrière. On peut parler de celle de Tours, que je connais bien parce que j'ai passé 30 ans en région centre, et qui avait aussi une organisation avec un front office qui était prévu pour décrocher tous les appels 15, 18, 112, 17, avec un front office commun par des opérateurs sapeurs-pompiers et des armes. Les flux aujourd'hui sont séparés. Donc il faut creuser un petit peu. Effectivement, les mariages couchés ensemble, ça ne marche pas toujours. Alors il y a parfois des divorces, mais il y a 3 mois, j'étais à Clermont-Ferrand. Alors, je suis très heureux d'entendre parler de Clermont, je vais en parler. J'étais il y a 3 mois. J'étais il y a 3 mois pour une autre raison et je suis allé voir la plateforme et j'ai demandé, montrez-la moi. Je passais 1 heure à la voir. Et je dis, je veux absolument voir cette fameuse porte, cette fameuse vitre, parce que ça n'a pas été dit, mais ça aurait pu être dit. Il y a une vitre qui sépare. Habituellement, il y a la fameuse vitre. Oui. En fait, c'est une cloison, c'est un peu plus transparent qu'ici, parce que ce n'est pas des rideaux noirs. C'est effectivement une cloison vitrée avec une porte. Quand j'étais, elle était ouverte. J'ai vu des gens qui travaillaient. Mais ce qui a été dit est intéressant. Je parlerai aussi du 37, de l'Indre-et-Loire. À Clermont-Ferrand, il y a 2 plateformes juxtaposées. Cette plateforme a au moins un bénéfice, c'est qu'elle permet de répondre à un argument qu'on nous oppose assez souvent, sapeurs-pompiers, lorsqu'on nous dit « Ah non, mais c'est pas possible, parce qu'il faut qu'on soit à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, notre cœur bat, et puis à l'hôpital, on a nos patients, et puis à l'hôpital, on a les SMUR, et c'est quand même bien de pouvoir passer à l'autre. » Bon. Dans le 63, donc à Clermont-Ferrand, le SMUR, il est juste au-dessus. Le SAMU centre 18-15, c'est au premier étage. Le SMUR, il a un étage en dessous. Donc, proximité immédiate. Le cœur bat correctement puisqu'on est dans l'enceinte du CHU. Alors, cela dit, on est loin du service d'urgence, parce qu'un CHU, c'est grand. Et à Clermont-Ferrand, comme ailleurs, c'est grand. Mais en tout cas, ces conditions sont réunies. Que ce soit trop petit et que le CHU, je ne vais pas juger ça, que le CHU Clermont-Ferrand peut-être n'aurait pas assez investi. C'est certainement pas moi qui vais dire le CHU n'a pas assez investi. On aurait entendu pique-pendre si ça avait été les sapeurs-pompiers qui n'avaient pas assez investi. Que sais-je. En tout cas, le directeur du SAMU, le chef opérationnel du SDIS, chef opérationnel du SDIS, n'avait pas l'air de s'en plaindre outre mesure. Mais Clermont-Ferrand, effectivement, ce sont 2 plateformes juxtaposées. C'est le début des fiançailles. Si je veux pouvoir suivre l'analogie qui a surtout pour but de vous faire sourire. Deuxième exemple, le 37. Moi, j'ai discuté avec des sapeurs-pompiers du 37. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent le front office commun, c'est un front office avec plus de sapeurs-pompiers que d'ARM, pour des raisons sans doute d'effectifs. Et ça a commencé à clasher quand on a expliqué à l'ensemble qu'en plus des appels 18, des appels 15 et des appels 112 qui feraient en front office, on allait aussi rajouter les appels du 116-117. Parce qu'on n'a pas parlé encore du 116-117. 116-117 en 2017, c'est-à-dire il y a 5 ans, juste avant les dernières élections présidentielles, il y a pratiquement 5 ans, presque jour pour jour, le 116-117, qui est aussi un numéro européen d'assistance médicale, et a été testé dans 3 régions, la Corse, la Normandie, les Pays de Loire. Tombe bien, à Tours, on est dans le Pays de Loire. Et lorsque le 116-117 est arrivé, qui a amené un flux supplémentaire, alors on ne parlait pas de soins non programmés, on parlait de la médecine libérale, enfin, ce n'est pas extrêmement éloigné, puisqu'aujourd'hui, le service d'accès aux soins s'appuie notamment sur la médecine libérale. Eh bien, on a expliqué aux sapeurs-pompiers qu'ils allaient assumer à eux seuls la charge supplémentaire puisqu'il n'y avait pas, les ressources qui permettaient de mettre plus d'ARM. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que être à côté, c'est une condition qui est nécessaire pour fonctionner de manière optimale. Mais ce n'est pas une condition suffisante. Et habiter au même endroit, c'est sans doute une condition nécessaire pour être parfaitement harmonieux. Mais si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord quand même. Et parfois, effectivement, on peut divorcer. Mais n'empêche que si on s'obstine à être ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on sera optimal. Donc,
effectivement, dans le Puy-de-Dôme, il y a des questions qui peuvent se poser. Et peut-être qu'un jour, ils souhaiteront réunifier, au-delà de l'emplacement physique, d'être à côté, peut-être qu'ils voudront réunifier plus de choses, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, c'est le partage de la charge de travail. Quand vous êtes plusieurs, mais que c'est toujours le même qui fait la vaisselle, parfois, on se dispute et parfois même, on peut divorcer. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'amour, c'est mieux à distance. Madame la députée, alors on entend différentes choses qui ne sont pas forcément très positives sur ce qui est déjà existant, à part le cas peut-être idyllique d'Annecy, je ne sais pas. Il y en a d'autres, ça marche Bon. très bien. Voilà, comment ça va se déployer? Vous nous parlez des zones de défense, on ne sait pas très bien où encore, mars 2022, on attend. Mais voilà, selon quels critères et quel type de plateforme aussi? Déjà, pour essayer d'aller dans le même sens que les côtés idylliques de la situation, c'est vrai qu'hier, c'était le 8 mars et que pour qu'un mariage puisse réussir, il faut que chacun donne le meilleur de soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments d'engueulade ou qu'il n'y aura pas des choses sur lesquelles il n'y aura pas de divergences. Donc, au moment où on faisait la loi, on avait justement pris connaissance de ce qui existait, des expérimentations. Donc, celui de la Haute-Savoie, on en avait parlé avec les députés qui étaient ravis de présenter des expérimentations qui se faisaient dans leur département et qui marchaient. Mais on a vu aussi qu'il y a d'autres qui posaient problème. Et c'est encore une fois le fait que la loi donne des directives, en tout cas ou des lignes organisationnelles de ces plateformes, ça a un sens et je pense que ça va aussi aider chacun des interlocuteurs à en tout cas donner le maximum de son savoir-faire, de son énergie pour que l'organisation ou la mise en place des expérimentations réussisse. Au-delà des divergences sur quel numéro unique on conservera à la fin, c'est l'expérimentation qui va le dire. Mais il est vrai aussi que quand on analyse l'existant, on sait très bien qu'il y a des numéros avec des portées européens que beaucoup de gens connaissent comme le 112. Donc il y a des bases. Et en plus de ça, avec le Covid, on a bien vu que les différents acteurs étaient quelque part, en tout cas de mon point de vue, prêts à travailler ensemble. Dans des moments de crise, les gens arrivent à travailler ensemble, mais en temps normal, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a aussi des leçons à tirer de ce qui s'est passé en termes de secours à la personne pendant la crise Covid. Même si ça va aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait, sans compter qu'il peut y avoir d'autres crises qui ne sont pas d'ordre sanitaire, mais climatique. Donc, quoi qu'il en soit, on aura toujours besoin de travailler ensemble et avec efficacité et rapidité. Pour le moment, les zones de défense sur lesquelles les expérimentations vont avoir lieu n'est pas tout à fait définie. Mais je sais qu'il y a des propositions qui sont faites. Moi-même, j'avais proposé le Lot, mais il ne suffit pas de proposer un département. C'est votre département. Voilà, tout naturellement. Mais il faudrait aussi que sur le territoire, les gens veuillent travailler ensemble et en plus qu'il y ait le nécessaire pour mettre en place cette expérimentation de façon objective, puisque l'ambition, c'est de pouvoir le déployer dans 2 ans. Il y aura certainement un petit retard à l'amorçage, mais je pense que ça va se faire d'ici 2023, fin 2023, si d'ici là on commence bien sûr. Et il y a aussi la question des moyens. Quels moyens on va mettre dans le coût, voilà, le coût de l'expérimentation. Je pense que tous ces éléments seront bien sûr discutés dans le cadre des réunions organisationnelles qui vont se mettre en place au niveau des zones de défense, encore une fois, avec les préfets de zone, l'ARS, les responsables des départements et les responsables des SDIS, SAMU, en tout cas, tout l'écosystème discutera des moyens à allouer, tout en sachant que d'ores et déjà, les départements ont un peu dit quand même qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais ça, c'est normal, c'est les discours... Ça commence à coincer. C'est les discours de nos collectivités. Il faut bien qu'on les soutienne de temps en temps. Mais je pense que tout ça, ça va être réglé parce que nous n'avons vraiment pas le choix. Que ce soit dans le domaine de la santé, nous sommes un peu à la croisée des chemins où il nous faut plus d'acteurs dans le domaine de la santé. Du côté des sapeurs-pompiers séparés, il nous faut arriver à recruter, sans oublier que
au niveau des pompiers, ce n'est pas seulement des pompiers professionnels, ce sont des pompiers volontaires qui doivent aussi laisser leur travail et donner du temps pour aller secourir. Donc, c'est une question complexe, mais je sais qu'il y a la volonté, il y a l'engagement pour faire en sorte que le secours, le modèle de secours français existe et perdure dans le temps. Et donc, je ne doute pas qu'on va y arriver. Et pour finir sur un clin d'œil au 8 mars pour les femmes, dans cette loi, on a aussi demandé la parité au niveau des conseils d'administration des SDIS. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions au niveau de la féminisation des différents corps des métiers, gendarmes, pompiers. Dans le Lot, on est à 25, donc on est supérieur au niveau de du national, donc on est content. Et il y a des SDIS où on a la parité parfaite. Mais voilà, c'est tout ça, c'est petit à petit, et c'est avec la volonté qu'il y a des mariages parfaits, et il y aura toujours des sujets qui font débat, mais l'essentiel, c'est de pouvoir avancer. Professeur Soula. Oui, c'est là, on voit quand même que cette loi a traité beaucoup de problèmes très divers. Hein. Je regrette au mélange du secours, de la santé, de la parité. Oui. Non, je ne suis pas inquiet. Moi, je suis plutôt très satisfait de l'annonce qui a été faite hier par notre ministère de tutelle, hein, qui est la généralisation des SAS. Généralisation des SAS qui conforte la place de la régulation médicale des SAMU, qui est essentielle pour orienter les patients. Donc aujourd'hui, c'est démontré. Lorsque les SAS fonctionnent et on commence à avoir quelques mois de recul, eh bien, on peut diminuer le recours aux services d'urgence et surtout, on organise le parcours de soins des patients. Et c'est ce que l'on doit aujourd'hui à nos concitoyens, surtout dans des zones défavorisées. J'ai moi-même participé à des travaux avec l'association des maires ruraux qui sont très demandeurs de cet accès aux soins. Mais par contre, pour rebondir sur ce qui a été dit par le docteur Erdjen, je voudrais préciser que le SAS, ce n'est pas l'accès aux soins non programmés aux heures ouvrables. C'est des filières de soins H24, en rappelant que la construction de SAS, elle se fait sur une double régulation médicale, AMU, aide médicale urgente et médecine générale, avec un décroché organisé en 2 niveaux, avec un premier niveau déclenché par des professionnels de santé qui vont qualifier l'appel en 30 secondes. C'est ça le principe fondateur du SAS. Il ne faut pas l'oublier, en 30 secondes, des professionnels vont qualifier votre demande de besoin de santé, bien sûr, en traitant les urgences dans le cadre de procédures réflexes, en lien avec nos partenaires sapeurs-pompiers. Docteur Roupioz. Oui, très clairement, le SAS est un élément fondamental de l'évolution de la prise en compte de la santé de nos concitoyens. Et très clairement, même si nous, alors on avait déposé un dossier pour être site expérimental, nous n'avons pas été choisis. Il n'empêche qu'on est déjà en configuration pour mettre en œuvre cela avec l'ensemble des partenaires, et notamment les médecins, mais aussi les URPS infirmières libérales, et l'ensemble des acteurs des dispositifs de santé. Et ce SAS, il sera de fait intégré sur notre plateforme avec bien évidemment des moyens alloués et des organigrammes décisionnels qui sont à construire, mais qui seront gérés d'emblée par le front office. Vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous voir un peu comment fonctionne Annecy, voir comment c'est possible. Ah oui, on est un endroit où on est beaucoup visité parce qu'effectivement, on attise la curiosité de nos chers collègues. Parce qu'effectivement, on est atypique. Très clairement, on est, alors je pense, un mariage réussi pour continuer sur l'analogie. On a un mariage réussi qui perdure, qui dure dans le temps, malgré les personnes qui peuvent changer à la tête des établissements. Ça, c'est un élément essentiel, parce que ça veut dire qu'on pourrait remettre en cause le mariage à chaque fois qu'un directeur arrive. Eh bien non, les directeurs qui se suivent sont assez stupéfaits par l'efficacité, la qualité que l'on peut mettre en œuvre sur cette plateforme, et effectivement ils adhèrent complètement au processus et on le voit, et donc c'est pas anodin que ça fasse 25 ans que ça perdure, et on n'a pas l'intention de s'arrêter demain. Moi, s'en faut. Madame la députée, le modèle tel qu'il existe à Annecy, il est reproductible partout ou c'est vraiment du cas par cas? Je pense que dans l'organisationnel de la mise en place des plateformes, et il y aura bien sûr des directives, mais comme on a dit, c'est aussi quand même un service de proximité avec des acteurs au plus près du terrain. Il y aura des grandes lignes, mais je pense que dans les détails, ce sont les acteurs de terrain de définir certaines choses.
Et le modèle tel que on me l'a présenté et tel que monsieur le docteur vient de le présenter, je pense qu'elle peut être reproductible, mais peut-être adaptée à l'écosystème. Voilà. Oui, docteur Je Opioz. pense que ça, c'est un élément fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut laisser au territoire la possibilité de construire sa plateforme. Parce qu'effectivement, les degrés de maturité peuvent être différents d'un endroit à un autre. Et en effet, je pense qu'il faut laisser les acteurs locaux se parler, discuter, co-construire, mais bien évidemment, pas que les deux entités se disent SAMU, l'ensemble des autres partenaires. Et je le répète, parce que ça, c'est un axe fondamental. Et les ambulanciers, notamment, et la médecine libérale, sont deux acteurs qui doivent être immédiatement dans les décisions et dans les constructions. J'imagine que parmi les critères à voir sur le terrain, et effectivement dans la mécanique qui va se déployer, c'est notamment le maillage territorial, comment vous êtes doté en tel ou tel service, vos effectifs. Le maillage territorial, nous on a un département, alors on a la chance d'être un département riche, la Haute-Savoie prend 10 000 habitants annuels, donc on a une population qui ne cesse de croître, un tissu industriel qui est assez remarquable, bien évidemment une activité touristique qui est à peu près d'environ 8 mois par an, et donc effectivement on a un département riche. Donc on s'appuie aussi sur cette richesse, et quels que soient les acteurs, on bénéficie de tout cela. Alors les effectifs, eh bien évidemment, on y est très attentif. Et alors nos effectifs, on a néanmoins quelques difficultés, puisque l'approche voisine suisse nous prend un certain nombre d'effectifs, notamment en termes d'infirmiers, mais aussi d'autres professionnels. Et je le disais tout à l'heure, les ambulanciers ont des difficultés à recruter parce que la Suisse voisine prend un certain nombre de leur personnel. Pour quelles raisons? C'est des histoires de salaire? C'est quoi? Bien entendu, des histoires de salaire qui sont extraordinairement différents, alors que les gens peuvent faire une demi-heure de route. Ils sont bien évidemment tentés par l'expérience étrangère pour gagner 2,5 à 3 fois plus de salaire, ce qui est quand même pas anodin. Alors en termes d'effectifs, oui, alors on est très attentif sur les effectifs. Les effectifs sont toujours équilibrés en fonction des activités. Et lorsque, comme je le disais, on prend 10 000 habitants par an, donc on a une évolution de l'activité qui est quand même assez importante. Et donc on s'adapte bien évidemment en termes de réponse par les agents que l'on embauche au fil de l'eau. Oui, vous êtes en capacité de répondre aux besoins, bien entendu, malgré cette population qui croît. Et le SAS est un enjeu. Alors on parle du SAS et effectivement le SAS est un enjeu parce qu'aujourd'hui on a un certain nombre d'éléments en termes de référence métier. Les opérateurs soins non programmés, on commence à avoir, qui ne sont pas des assistants de régulation médicale, bien faire attention à la distinction entre les deux métiers. Ces opérateurs soins non programmés, on ne sait pas encore trop qui ils sont, même si c'est en train de se définir progressivement. Et bien le temps venu seront recrutés bien entendu. Donc je dirais que le mieux, c'est effectivement de s'inspirer de ce qui existe, parce que le département, c'est un exemple, le département du Lot, c'est un département très rural. Ma circonscription est beaucoup plus industrielle et on a une mécanique vallée, on a un hôpital, on a des centres de secours. Et je n'imagine pas qu'on puisse reproduire exactement un modèle. Donc, il faut vraiment l'adapter. Et je pense que c'est ce que les acteurs locaux ont demandé aussi aux législateurs. Ne nous faites pas un truc, du prêt-à-porter, mais quelque chose pour lequel nous, on va vraiment l'adapter à la situation de notre département. Tout en sachant que au-delà des effectifs, on a aussi évoqué des questions de disponibilité de nos sapeurs-pompiers, des questions de nombre de personnel soignant. Donc, il faut vraiment que ce soit adapté parce qu'il y a d'autres problèmes qui avoisinent les problèmes liés au secours à la personne. Professeur Soula, alors ça y est, la loi elle est là, ces plateformes, il va falloir s'y faire. Qu'est-ce que vous verriez, vous, alors maintenant il va falloir travailler ensemble, qu'est-ce que vous verriez qui pourrait être un modèle acceptable pour vous? Alors, encore une fois, les plateformes, elles sont là, effectivement. Il y a des plateformes virtuelles. On parle du physique, là. Les plateformes physiques, elles seront dans certaines régions, et dans certaines zones, et les plateformes SaaS seront dans d'autres. On verra le résultat de l'expérimentation. Je précise juste, et là je prends ma casquette SAMU Urgences de France, on a milité pour ces expérimentations, justement, après le rapport Marcus, qui était déjà
je pense, avait déjà démontré le risque d'un numéro unique. Hein. Bon, c'est un rapport quand même très technique. Eh bien, les plateformes expérimentales feront leur démonstration de ce qui est le mieux. Et entre-temps, on aura déployé les SAS. Donc ça changera un petit peu la donne. Docteur Erdjen. Alors, on aura déployé les SAS, c'est très bien, mais c'est pas incompatible. Hein. Le SAS, c'est pas le pied dans la porte pour éviter qu'elle se referme. Donc, je vois pas de différence entre un SAS et le fonctionnement des SAMU aujourd'hui pour ce qui concerne l'interopérabilité. Le SAS, c'est un SAMU avec d'autres ambitions, un SAMU auquel on adjoint d'autres ambitions, mais ses créateurs en parlent mieux que moi. Mais le fait qu'on généralise le SAS n'est pas un obstacle, bien heureusement, à ce qu'on travaille à côté. Je crois qu'il n'y a rien dans le SAS qui interdise qu'on soit à côté du partenaire qu'on sollicite à longueur de journée et qui nous sollicite à longueur de journée. Là. Sur les plateformes communes, il n'y a pas que la Haute-Savoie, parce que ça a été dit, hein, est-ce qu'il n'y a que la Haute-Savoie, finalement, il n'y aurait que vous, ça pourrait être un miracle. On pourrait imaginer, le département est magnifique. Le miracle savoyard. On pourrait imaginer que tout d'un coup, le soleil vienne se poser sur la Haute-Savoie et créer le miracle, alors que partout ailleurs, le système est tellement mauvais intrinsèquement qu'il est forcément voué à disparaître après avoir périclité. Non. Je vais citer 3 départements qui ne sont pas des départements peut-être les plus visibles. Allez à Agen et vous aurez une plateforme commune. Et vous aurez une plateforme commune qui est remarquable et malheureusement son créateur est disparu parce qu'il est décédé il y a quelques mois. À Agen, il y a une plateforme commune 15, 18, 112, 115. Et dont le créateur, qui était le chef de service des urgences et du SAMU, était aussi le président du conseil d'administration du SDIS, Dr Mardegan, qui aujourd'hui est malheureusement décédé il y a quelques mois. Ça fonctionne toujours très bien. Je n'ai pas entendu. À Montauban, pardon, j'ai dit. Allez à Auch. Auch, c'est dans le Gers. Vous avez une plateforme qui fonctionne bien. Allez à Épinal. Épinal, c'est dans les Vosges. Et je crois que vous avez une plateforme qui fonctionne bien. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a un médecin qui travaille hospitalier, qui communique beaucoup sur son activité. Il y en a d'autres. Il y en a une quinzaine. Enfin, il y a 5 dites virtuelles et il y en a une quinzaine, on va dire réelles. Voilà. Donc ça ne fonctionne pas que à Annecy. Uniquement à Annecy, mais même si Annecy, et probablement pour en avoir vu quelques-unes, je ne les ai pas vues absolument toutes, mais il me semble qu'Annecy est celle qui est à la fois la mieux intégrée et qui bénéficie quand même d'un recul, du recul sans doute le plus important. C'est pas faire injure aux autres, mais effectivement, c'est particulièrement intégré. J'ai eu la chance de la visiter 2 fois, cette plateforme dans le 74, en Haute-Savoie. Elle est extrêmement intégrée. C'est pour ça qu'elle est souvent citée en modèle. Il y a 2 raisons à ça. C'est qu'elle est intégrée et ancienne. Et deuxièmement, c'est toujours sympa de venir à Annecy. Bon. Mais allez à Épinal, allez ailleurs aussi, et vous trouverez aussi d'autres plateformes. Voilà. Donc effectivement, ça dépend de... Vous parliez d'écosystème, madame, c'est tout à fait ça. Ça dépend d'opportunités. Personne ne pense qu'on va claquer des doigts et que tout d'un coup, on va tout fusionner. Ce serait une sottise. En revanche, et je le redis, les 2 modèles, d'une part du SaaS et d'autre part de plateformes communes, ne sont pas du tout, mais pas du tout incompatibles. Ce serait très dommage. Voilà. Et on parlait de numéros. Je redis, hein, si on remontait dans le temps de 5 ans, peut-être bien d'autres choses qu'on voudrait refaire autrement, hein, mais si on remontait dans le temps de 5 ans et qu'on écoutait la communication du ministère de la Santé, on aurait une campagne pour la généralisation du 116-117 qui devait, après les 3 régions que je viens de citer tout à l'heure, être déployé au niveau national. Bon, sauf qu'en 2017, quelques mois après, une élection est survenue et Mme Marisol Touraine, qui portait alors le projet, a été remplacée par d'autres ministres qui ont, à l'occasion d'autres propositions, soutenu d'autres projets. Mais 3 régions en France où on continue à décrocher le 116-117, qui est un numéro européen au passage. Donc la complémentarité de l'urgence interservice. Sapeurs-pompiers ne disent pas on veut travailler tout seul. Ils disent on veut travailler avec les gens avec lesquels on est de toute façon amené à collaborer en permanence, qui nous sollicitent à longueur de journée et qu'on sollicite à longueur de journée. Donc ça, plus un accès aux soins, alors qu'on peut nommer de plein de façons différentes. Aujourd'hui, on parle d'accès aux soins. Et qu'importe, journée, pas la journée, je veux bien qu'on rentre dans ce détail-là, mais ce n'est pas l'objet. L'accès aux soins, la problématique de l'accès aux soins doit être juxtaposée
doit être coordonné avec la question des secours, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on doit être proche et qu'on doit travailler ensemble à côté, de façon à ce que chacun fasse son métier, ça a été très bien dit, chacun fasse son métier, mais dans des conditions qui permettent l'immédiate coordination, dans tous les cas, que ce soit dans le fonctionnement normal du quotidien, dans le fonctionnement de l'intensité opérationnelle. Vous savez, l'intensité opérationnelle, c'est le dimanche matin pendant une épidémie, hein. Pas besoin d'aller faire des choses très compliquées. Et dans la crise majeure. C'est aussi pour ça que dans la partie où on a parlé du règlement des carences ambulancières, on parle de la bonne foi des acteurs. Et uniquement quand il y a des difficultés, il y a une commission qui sera chargée de régler les différends. Parce qu'on voit bien que le législateur, puisque cette loi elle a été votée à l'unanimité des deux chambres et à chaque fois, c'est vraiment que c'est une question pas du tout politique, mais vraiment une question de l'humain qu'il y a derrière. Et nous reconnaissons bien sûr que tous les acteurs ont leurs compétences et que nous avons besoin que chacun exerce ses compétences-là. Mais qu'on puisse résoudre les problèmes quand il y en a. Et j'espère en tout cas que cette discussion a bien sûr permis à chacun de s'exprimer. Mais moi, je pense qu'en conclusion, on peut dire que chacun peut travailler ensemble pour que nous puissions arriver à une solution beaucoup plus simple pour nos concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, il y a 13 numéros qui existent, mais au-delà, il y a d'autres numéros composés aussi qui existent, comme des numéros pour la violence faite aux femmes, et etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de numéros en France. Et pour simplifier la vie par rapport à nos concitoyens, si des expérimentations peuvent permettre d'en réduire et avoir une forme d'efficacité, je pense que c'est la voie à suivre. Et alors justement, au bout de ces 2 ans d'expérimentation, vous allez voir finalement quel modèle est le plus porteur, c'est ça? Oui, l'idée c'est de voir entre celles qui regroupent le SAMU, les pompiers, les services de police et gendarmerie, et ensuite celui qui regroupe le SAMU et les pompiers, et la troisième SAMU et la permanence des soins, voir ce qui est efficace. Et si au bout de ça, les acteurs qui vont bien sûr témoigner à cette occasion, ou en tout cas il y aura un rapport de rendu, en fonction de ce qui sera rendu, je pense que les ministères concernés, ministère de l'Intérieur et ministère de la Santé, prendront les décisions qui s'imposeront, et le Parlement sera là pour contrôler justement le résultat de cette expérimentation. Ce qui est en train d'être organisé, c'est un cahier des charges pour cette expérimentation, avec des indicateurs communs qui doivent être retenus par les 3 modes d'expérimentation. Si on veut vraiment que cette évaluation soit objective, il faut que déjà on arrive à se mettre d'accord sur les indicateurs. Ces indicateurs devant être centrés autour du patient, et doivent évaluer le bénéfice pour le patient de telle ou telle organisation. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ces indicateurs, l'expérimentation partira forcément sur de mauvais rails, mais je ne suis pas inquiet pour arriver à cet accord-là, de trouver les bons indicateurs. Docteur Oupioz, oui. Non, simplement, les indicateurs sont fondamentaux. Effectivement, on ne peut comparer quelque chose que si on a les mêmes éléments de comparaison. Et donc ces indicateurs sont essentiels pour voir quelle est la plateforme, quel est le modèle qui rendra la meilleure efficacité. Bon, en 2008, il y a un référentiel qui a été conclu entre les 2 ministères. Il y avait déjà, c'est en annexe du référentiel, c'est l'annexe 2 si je ne me trompe pas, il y a déjà des indicateurs, hein. Ça fait 14 ans. Donc ce travail-là, je ne doute pas, comme mes confrères, je ne doute pas qu'il aboutira. Parce qu'on sait depuis le temps qu'on travaille sur ces sujets-là, on sait parfaitement ce qu'il faut viser comme indicateur. Voilà, ça existe, enfin en tout cas ça existe sur le papier. Qu'ils ne soient pas recueillis en réalité ou pas publiés, c'est une autre question, mais en tout cas ils existent. En 2008 déjà, et Dieu sait si en 2008 on va dire la controverse avait parfois été vigoureuse, en 2008 on avait déjà, donc ça figure, c'est dans le corpus réglementaire, c'est toujours en vigueur, c'est le référentiel commun de 2008. Moi, je voudrais revenir à ce que disait Madame la députée. Je pense qu'il faut saluer les parlementaires. Vous êtes députés, les sénateurs aussi ont participé à ce travail, parce que tout de même, on est venu essayer de concilier des positions qui parfois étaient assez diamétralement opposées. Bon, les échanges étaient parfois vifs, nourris, fleuris. C'est le jeu, hein, c'est le jeu démocratique. Chaque corporation venait défendre un petit peu son point de vue, parfois de manière vigoureuse. Bon, c'est comme ça, et c'est bien.
Et c'est bien, et Dieu sait si l'actualité nous montre qu'un système où la parole est libre et où le débat peut être fleuri, c'est un système de qualité. Le résultat est finalement quelque chose qui nous permet d'avancer. Et il me semble que l'atterrissage de cette loi est mesuré. Voilà, et qui permet effectivement d'avancer sur cette expérimentation. Certes, l'ambition initiale était plus élevée, mais on ne peut pas construire quelque chose. On ne fait pas de mariage de force, si je veux poursuivre toujours l'analogie. Voilà. On n'en avait pas encore parlé de ça. Voilà, l'expérimentation, c'est très bien. Sur les carences, je ne sais pas s'il faut qu'on s'étende sur les carences, mais moi, mon opinion, c'est que c'est un poil à gratter inutile. On n'a pas besoin d'un sujet financier pour s'accrocher, ce n'est pas la peine. Je veux dire, on a d'autres sujets à travailler ensemble et je pense qu'on travaille sur ces autres sujets. L'ambition des sapeurs-pompiers, ce n'est pas d'éternels contradicteurs, c'est d'être des gens qui travaillent avec. Bon. Le sujet des carences, c'est un sujet où structurellement, mais ça je pense que chacun en convient, le système est générateur de conflits. Le système financier, il est générateur de conflits. Quand vous placez un acteur, ça a été dit tout à l'heure, qui va débourser un flux financier pour arriver vers un autre acteur et que vous mettez tout ça à la main de professionnels qui n'agissent pas en financier, que ce soit les uns ou les autres. Le médecin régulateur ou le coordinateur ambulancier qui a besoin de répondre à une situation d'urgence, sa problématique, elle n'est pas de chercher à financer ci ou ça. Elle est de répondre. C'est une mission de service public. Voilà. On n'a aucun opérateur privé qui est là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? L'ambulancier, lui, c'est pas lui qui décide. Bon. Donc ce système de paiement est un système qui est générateur de tension. Et effectivement, la loi est venue essayer de l'apaiser en donnant un espace de négociation, de concertation. Au résultat, si on n'est pas d'accord sur certaines qualifications, alors on se réunit pour en discuter. C'est ce qu'a dit la loi. La loi, elle n'a pas dit tu as raison, tu as tort. La loi, elle a dit si vous n'êtes pas d'accord sur telle ou telle qualification d'une mission, alors voilà l'espace dans lequel vous pourrez discuter. Et ça, c'est bien. Ça donne la possibilité de se mettre d'accord sur quelque chose, in fine, que je souhaiterais voir traité même sans qu'il y ait besoin de ces flux financiers. Parce que ça parasite. Très clairement, le médecin régulateur, s'il sait que sa décision, in fine, va entraîner des questions financières, il n'aura pas l'esprit assez libre. Et le sapeur-pompier, s'il sait qu'in fine, il y aura une question économique, il ne sera pas assez libre non plus. Voilà. Mais le système d'arbitrage tel qu'il est proposé, je pense qu'il est un bon système. On ne pouvait pas maintenir une situation où c'est celui qui paye qui décide si c'est gratuit ou payant. Voilà. Parce que forcément, c'est générateur de crispation. Si vous arrivez au café et que vous demandez un café et que c'est vous qui décidez si le café est gratuit ou payant, vous risquez de vous fâcher avec le cafetier. Et c'est dommage. Voilà. Donc, on doit aller vers une situation où on peut travailler ensemble, en intelligence, et où on peut rapprocher des points de vue. Et donc, ça, c'est pas un coup de baïonnette dans le dos qu'il faut le faire, mais c'est avec ces instruments de concertation. Et c'est ça l'équilibre qui a été trouvé en CMP, parce que ça a fait partie des débats les plus vigoureux, les plus rugueux. C'était celui-ci notamment. Et c'est bien que ça a été conclu comme ça. Oui, c'était le point sur lequel la CMP risquait de ne pas aboutir, mais je pense que les sénateurs, tout comme les députés, sont allés au-delà de leur position politique, parce que le sujet des sapeurs-pompiers, vous le savez, c'est tous les territoires, c'est du service public, au même titre que le SAMU ou le milieu de l'ambulance et de la santé de façon générale. Et tout le monde sait que sur ces questions-là, il y a des manques et il faut améliorer, il faut avancer là-dessus. Donc la loi qui était à l'origine une loi de parlementaire, ce n'était pas la loi du gouvernement. C'est vrai que c'était compliqué de faire beaucoup, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé au gouvernement de reprendre la loi parce qu'en tant que parlementaire, on a 24 heures pour traiter la loi dans l'hémicycle, et une fois que les 24 heures sont passées, la loi, elle tombe si on n'a pas fini. Et parce que ce sujet était important et que ça nous tenait vraiment à cœur, on a réussi à faire cet accord avec le gouvernement. Et aujourd'hui, les parlementaires, y compris le rapporteur qui est Fabien Matras lui-même, auteur de la loi, et on est assez content que la loi est aboutie. Aujourd'hui, notre rôle en tant que contrôleur, c'est de veiller, en tant qu'évaluateur de la loi, c'est de veiller à ce que les différents décrets sortent au plus vite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec 23 de mes collègues, on avait interpellé le ministère de l'Intérieur là-dessus.
Et ils nous ont dit qu'entre d'ici fin mars-avril, normalement, les décrets seraient tous sortis. Et c'est vrai que cette table ronde, elle s'est centrée sur le sujet des plateformes, mais il y a d'autres décrets qui doivent sortir, notamment sur les gestes d'urgence que les pompiers peuvent exécuter aujourd'hui, et plus la question des pupilles de la nation. Donc on est vraiment, je dirais pas vent debout, mais en tout cas on suit vraiment cette loi parce qu'on sait qu'elle est importante pour nous et aussi pour les acteurs de nos territoires. Décret sur les soins d'urgence, effectivement, qui ne concerne pas que les pompiers d'ailleurs, qui concerne l'ensemble des secouristes, mais la sortie de cette loi est malheureusement très intimement liée à celle sur les transports sanitaires urgents. Je suis désolé d'insister, mais cette position de blocage est un petit peu dommage. Profitez-en, il y a une députée, c'est le moment de faire passer le message. En tout cas, le message est passé et comme je le disais, il y a une loi, derrière la loi, il y a l'application et quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est aussi le rôle du législateur de changer. Donc nous aurons le temps de traiter ces questions-là ensemble si... voilà. De poursuivre. Si et si, voilà. Je voulais vous remercier tous les quatre et puis on va peut-être prendre un petit temps pour une prise de questions avec le public. Voilà, je vois déjà un monsieur qui lève la main. Si on peut avoir un micro, voilà. Merci. Merci de me donner la parole. Je me présente, Jean-François Gillard, je suis belge et je fais partie du ministère de la Santé et je suis le directeur des opérations de l'aide médicale urgente. Alors je suis ravi de voir que les échanges entre rouge et blanc ne sont pas morts en France. Merci pour ça. Je constate également que la Belgique est très proche, je ne savais pas, la Belgique aussi proche de la Haute-Savoie. Alors les montagnes en moins, puisque nous, le tour de la Belgique, c'est 694 mètres. Pour le reste, effectivement, moi j'ai un petit peu du mal à comprendre une partie de la complexité du débat. La plateforme commune intégrée, nous on y est allé, mais on y est allé même dans un ménage à 3, hein, donc on dormait à 3 dans le même lit. Police, pompiers, aide médicale urgente, et finalement, comme les 3 partenaires étaient frustrés, non satisfaits, on a fait un divorce à l'amiable pour faire finalement la police d'un côté et les pompiers et l'aide médicale urgente de l'autre, parce que ça posait de vrais problèmes justement de confidentialité, de secret médical qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et donc maintenant on a le 101 pour les appels police et on a le 112. Et au 112 arrivent tous les appels qui relèvent de l'aide médicale urgente d'une part et les appels urgents pompiers d'autre part, avec un IVR. Hein, les gens, si c'est pour les pompiers, tapez 1, si c'est pour l'aide médicale urgente, tapez 2. Par contre, on a aussi le numéro 1733 qui est l'équivalent de votre 116-117, je pense, pour les gardes de médecine générale. Mais tous ces appels arrivent au même endroit, sur les mêmes opérateurs qui travaillent avec un seul outil pour l'ensemble des soins non planifiés ou non planifiables, urgents et non urgents. Parce qu'effectivement, on ne peut pas demander aux citoyens de savoir tout de suite que cette douleur, ah oui, ça c'est plutôt de la médecine générale, ah ça c'est plutôt il faut plutôt une ambulance. Et donc comme ils arrivent chez les opérateurs, on travaille avec un outil qui s'appelle le manuel belge de la régulation médicale, dont la toute dernière version vient de sortir. Elle est disponible d'ailleurs sur le site, le site public de la santé publique belge, où on travaille avec des protocoles. Et les protocoles sont liés à des niveaux de gravité. Ces niveaux de gravité déterminent les moyens qui doivent être envoyés. Et donc effectivement, on a des niveaux de 1 à 8. 1, c'est le SMUR. Le 8, c'est quand on renvoie finalement le patient vers la consultation de médecine générale. Donc de 1 à 5, c'est les niveaux de médicale urgente. 6, 7, 8, les niveaux de médecine générale. Alors je vous rassure, hein, on n'est pas meilleur que les autres, on a plein de problèmes. Hein. RH, infrastructure, sachant que d'ailleurs 65% de nos départs ambulances sont des départs qui partent des zones de secours, qui sont l'équivalent de VOS 10. Mais sinon, ça ne fonctionne pas trop mal. Je rajouterai encore un tout petit élément. Quand on a des événements d'exception, crise, tempête, épisode neigeux, coupure de courant, etc., inondation, on ouvre encore un autre numéro qui est le 1722 pour les appels pompiers non urgents, pour du pompage de cave, du bâchage de toit, afin que ces appels ne viennent pas finalement s'étrangler dans les appels qui doivent être décrochés. Je rejoins ce qui a été dit très très rapidement. Un modèle belge alors intéressant aussi peut-être à... Les sapeurs-pompiers en Belgique ont les mêmes missions qu'en France, à la fois du secours et incendie, sauvetage. Oui, tout à fait. Alors le problème, c'est que comme partout, la santé publique belge n'a pas beaucoup d'argent, le ministère de l'Intérieur non plus. Et donc on en vient à des confusions de rôle. Ça veut dire que ces pompiers, quand ils sont dans l'ambulance, ils dépendent et ils sont financés par la santé publique, bien qu'ils soient pompiers et que le départ se fasse d'une caserne
de pompiers. Ce qui n'est pas sans poser certains problèmes, puisque parfois, on met des départs ambulanciers au rouge pour pouvoir monter dans le camion de pompiers, parce que effectivement, sinon, pour le chef, il est obligé de staffer 2 personnels supplémentaires. Donc ça n'est pas sans poser d'autres problèmes de confusion de rôle. Autre problème également, c'est que l'agence 112 belge est sous tutelle du ministère de l'Intérieur, alors que nous, Santé publique, fournissons près de 80% de l'activité du centre 112. Si on fait le grosso modo, tous les appels de nature médicale qui arrivent au 112, c'est presque 80, 78, 70, enfin, excusez-moi, 78, 79% d'activité. Et le reste, effectivement, ce sont des appels pompiers. Or, dans les pouvoirs de décision, on n'a pas la main sur la RH, on n'a pas la main sur les infrastructures, on n'a pas la main sur les outils. Et ça, c'est bien dommage. On en est d'ailleurs, pour le moment, à faire une consultance pour voir si on ne va même pas divorcer entre le ministère de l'Intérieur et la Santé publique pour reprendre vraiment le dispatching, faire un vrai dispatching médical sur lequel on aurait pleinement la main et tous les leviers pour mettre en œuvre l'aide médicale urgente telle que nous, on la souhaite. On est bien d'accord, la santé gérée par la santé. Moi, ce que je retiens un peu de ce que vous présentez, c'est la porte d'entrée unique au niveau de l'accès aux soins avec l'équivalent du 116-117 qui arrive au même endroit que le 15. Et juste, j'en profite pour dire qu'actuellement, ça se passe comme ça. Le 116-117, il n'est pas expérimental dans 3 régions. Il existe, il est activé dans tous les départements. Et la plupart des départements qui ne sont pas expérimentaux, le 116-117 arrive sur les lignes du 15, identifiées différemment. Donc ce numéro, il existe déjà. Et c'est vrai que peut-être que plutôt que de parler de numéro, il faudrait parler de point d'entrée unique. Mais moi, je souscris. Je comprends très bien les raisons pour lesquelles le 116-117 ou l'équivalent arrive au même endroit. C'est parfait parce que ce n'est pas la même file d'attente. Et puis si vous avez dans une file d'attente les gens qui doivent aller devant tout le monde parce que ça ne peut pas attendre plus de 15 secondes, les recommandations de la Société américaine de cardiologie s'agissant de la réception de l'alerte concernant l'arrêt cardiaque, elles font que l'estimation d'un centre performant, c'est un centre qui décroche en moins de 15 secondes, qui 15 secondes après envoie un opérateur qualifié, etc. Ce n'est pas 30 secondes, ce n'est pas 1 minute, c'est 15 secondes. Et donc si vous avez cette file d'attente identifiée, vous pouvez tout à fait avoir une autre file d'attente identifiée pour des choses qui a priori sont moins sévères, même si on a le droit de les requalifier, vous l'avez parfaitement dit. Et ça ne pose pas de problème, vous avez tous vu ça. Vous avez tous vu des files d'attente et puis des fast lines, c'est-à-dire des coupes-circuits, des coupes-files. Quand il n'y a personne dans la file prioritaire, le flux s'écoule. Mais si quelqu'un doit passer avant tout le monde, il passe par la file prioritaire. C'est exactement ça. Qu'à la fin, les ressources humaines soient mutualisées, qu'à la fin, dans certains endroits, ce soit la même personne qui répondra très très bien. Mais en revanche, prétendre qu'en affichant le même guichet d'entrée pour cet énorme flux qui est à 90% de la demande, pas forcément extrêmement impérieuse, et puis de temps en temps au milieu, caché au milieu, tant qu'on n'a pas décroché, on ne sait pas. L'urgence immédiate, c'est prendre un grand risque. C'est pour ça que nous pensons qu'il doit y avoir un numéro, qu'importe lequel, c'est pas moi qui ai décidé, c'est l'UE, destiné à l'urgence immédiate, et un autre guichet, un autre numéro, destiné à « j'ai besoin sans attendre de parler au docteur », schématiquement. Parler à un professionnel de santé. Parce que ce sont 2 choses distinctes, même si elles se rejoignent. Parce que si vous prenez l'ensemble du flux, vous ne pouvez pas avoir les performances acceptables pour prétendre à traiter l'urgence immédiate. Mais elle est rare, cette urgence immédiate. Elle est rare et elle est cachée dans le flux. Voilà pourquoi 2 guichets, c'est quelque chose de correct. Ensuite, sur le secret médical, sur ces affaires-là, je ne me suis pas étendu, mais on entend tout ça. Et il n'existe pas aujourd'hui de plateforme où vous avez un policier qui écoute à l'oreille de ce que dit la personne pour ses problèmes de santé. Et ce n'est pas souhaitable, et d'ailleurs les policiers eux-mêmes ne le souhaitent pas. Je suis d'accord avec ça. Mais identifier le guichet, c'est très urgent, je ne peux pas attendre 1 seconde. Les guichets, j'appelle au secours. Et avoir une file d'attente qui n'est pas la même que celui de « j'ai besoin de parler au docteur parce que je ne comprends pas pourquoi cette douleur, elle ne passe pas ». Dans les 2 cas, ça peut sauver une vie, mais dans un cas, ça ne doit pas attendre plus de 15 secondes. On est d'accord, hein, c'est la raison pour laquelle on s'organise en biniveau, avec un décroché rapide, une qualification en 30 secondes, en rappelant que dans l'organisation SAS, le niveau N1 ARM traite les appels qui relèvent d'un départ réflexe directement en lien avec le sapeur-pompier. Donc c'est ça l'organisation du SAS telle qu'elle est expérimentée actuellement. Moi j'applaudis. J'applaudis
et depuis le début, hein, l'idée du SAS. Pourquoi? Parce que sapeurs-pompiers, on se rend compte qu'énormément d'appels qui nous arrivent par défaut parce qu'il n'y a pas une autre réponse. Parce que l'offre de soins non programmée, elle a évolué depuis la vingtaine d'années, comme on sait. Donc nous, on est fanat. En revanche, on pense qu'il ne faut pas construire un système où finalement celui qui a besoin des secours distribués par les sapeurs-pompiers devrait passer par un autre guichet pour qu'à la fin, on vienne nous chercher à distance. En d'autres termes, on ne peut pas à la fois prétendre à avoir l'exclusivité de tout ce qui concerne une victime et dans le même temps expliquer avec tous les arguments possibles qu'on doit absolument être localisé ailleurs. Ça me paraît relativement incompatible. Mais oui, mais je suis pour le SAS et j'achève en disant j'ai hâte de voir les premiers résultats et de voir enfin la situation s'améliorer. J'ai hâte de voir les délais effectifs et je suis fanat. Un élément aussi, je pense, et ça vous le dites très bien, c'est outre les guichets, je pense qu'il faut aussi des outils d'aide aux décisions pour les opérateurs. Alors bien évidemment des opérateurs qualifiés, ça c'est essentiel, expérimentés, mais aussi des outils qui les aident dans les prises de décision. Et pour avoir une réponse homogène, unique finalement, qui soit formalisée, et vous l'avez dit vous-même, hein, ça propose une réponse, une résolution finalement à la problématique, à l'opérateur. Et je pense que ça c'est essentiel. Une autre question. Oui, il y en a plusieurs. Monsieur, si vous pouvez faire passer le micro. Bonjour, alors je me présente David Murg, je suis médecin urgentiste, directeur d'un SAMU 03, département très rural aussi comme madame. Moi, ça m'intéresse beaucoup toutes ces discussions, mais c'est aussi du très, on va dire, lobby ou dogmatisme centré sur le terrain, pour rassurer peut-être un peu les gens. On travaille au quotidien, effectivement, entre des services d'aide médicale urgente et des pompiers sur des procédures communes, même si on n'est pas sur le même lieu physique. C'est-à-dire qu'il y a une réponse homogène, que les gens fassent le 15, le 18. Voilà, donc faut pas non plus mettre le feu là où il n'y a pas forcément besoin de le mettre. En tout cas, je vous rassure que sur les territoires, il y a une intelligence collective qui se met en jeu. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, par rapport au numéro unique, de dire que le 112, ça doit être pour l'urgence absolue, vitale, etc. Peut-être que dans 25 ans, ça sera le cas. Aujourd'hui, le recours aux pompiers, il est fait le 18 ou même le 15, hein, mais le 18 est encore fait avec l'image d'Épinal de on appelle les pompiers partent, et puis j'ai un doigt qui saigne un peu et les pompiers vont venir. Ça reste un peu aussi ça dans nos territoires. Un peu beaucoup aussi ça dans nos territoires, et qui a effectivement tout le travail dont parlait Louis Soula, et puis qui est fait aussi par les plateformes pompiers, de se dire on va peut-être arrêter aussi ces départs systématiques parce qu'il y a une difficulté de couverture opérationnelle, parce qu'on a énormément de volontaires qui aujourd'hui ne sont plus disponibles. Le volontariat dans une société je suis la priorité, c'est compliqué. Donc en journée, on n'a plus de disponibilité. Donc voilà. Et donc les pompiers et les SAMU ont une intelligence, encore une fois, je mets une intelligence commune pour que le système continue à vivre et que ces discussions, où on fait des lois, etc., où on oppose des blancs et des rouges, parce que ce que dit monsieur qui vient de la Belgique, c'est aussi l'image qui est montrée dans notre pays. Hein. Les blancs et les rouges ne se parlent pas, ne s'entendent pas, etc. On est très loin de ça aujourd'hui dans les territoires. Vous avez parlé des plateformes. Moi, je vais vous parler de celle du 01, par exemple, que je connais un petit peu, qui est une plateforme qui fonctionne super bien. Voilà, donc... Et moi, je bosse avec le SDIS du 03 et je vous assure que ça fonctionne super bien aussi. Et pourtant, on n'est pas à côté. Donc voilà, il n'y a pas une seule vérité. Il faut aussi faire attention dans les discours que vous portez. Vous tenez vos rôles, et je comprends, mais ce n'est pas non plus cette unique réalité. Voilà, merci. Réaction ? Non. Une question de madame ? Alors, puisque visiblement la conférence est sous le signe de l'amour, je t'aime moi non plus, je vais reprendre la phrase de Michel Morgan qui disait « Je n'aime pas la cohabitation ». Et pourtant, elle a fait une grande partie de sa vie avec Gérard Horry et ils vivaient chacun de leur côté.
Donc j'ai deux remarques à faire. Vous avez parlé en premier du fait qu'il n'y avait pas assez d'interopérabilité entre les logiciels. Pourquoi s'orienter directement vers une cohabitation et non pas un développement, un renforcement de cette interopérabilité? Quand je vois que sur un département, ça fait 1 an et demi qu'on essaye de déployer le lien entre les deux systèmes et que ça n'avance pas, cela me pose problème. Et la deuxième chose, c'est à Annecy, vous régulez sur le même logiciel en fait. Vous avez un logiciel qui est unique pour la partie CTA et pour la partie FAMU. Vous êtes un cas à part. Aujourd'hui, la technologie, enfin, c'est une exception qui fonctionne bien, on va dire. Il y en a un deuxième, oui, je sais, il y a quelques SAMU qui ont le même logiciel. Aujourd'hui, la capacité technologique de certains SAMU fait qu'il serait illusoire de penser qu'ils vont aller réguler sur un logiciel pour le CTA, pour le SDIS. Et d'ailleurs, voilà, et l'inverse serait vrai. Alors pour répondre à la seconde partie de votre remarque, nous, on est allé vers un système pompier qu'on a fait développer spécifiquement avec l'intégrateur logiciel pour avoir notre partie médicale. Mais au début, le système, il était un système exclusivement pour les sapeurs-pompiers. Et donc on a fait développer cette partie-là pour que justement on puisse retrouver notre dossier médical et nos différents éléments nécessaires pour le suivi de dossier. Donc ça n'a pas été finalement quelque chose d'insurmontable. On l'a fait en faisant faire des développements spécifiques pour nous. Moi, je suis content que vous poursuiviez mon analogie parce que je la trouve intéressante. Et j'entends ce que vous dites. Hein. Donc, j'entends ce que vous dites sur la cohabitation, mais je ne vais pas développer ce point-là en particulier. Sur les logiciels, depuis une quinzaine d'années, je suis amené, pas à temps plein, mais je suis amené à l'occasion de mes fonctions, à travailler sur l'interopérabilité, à participer à différents groupes sur le 1518, le GT390 d'un fin temps, le SISU pour les connaisseurs de ce genre de barbarisme. Bon. On y travaille activement. C'est compliqué parce que ça demande à aligner des cultures professionnelles qui ne sont pas toujours les mêmes, même si des gens comme moi, qui sont à la fois médecins et pompiers, ce qui est parfois une charge lourde à porter, croyez-moi, de part et d'autre. Essayons de rapprocher un peu les positions. On a beaucoup espéré de voir un système d'information des SAMU se développer. Et nous, sapeurs-pompiers, on attend beaucoup de Nexis, qui est notre système d'information national. On a beaucoup espéré parce qu'on s'est dit, plutôt que d'avoir 100 logiciels, alors c'est pas 100 éditeurs, hein, enfin en tout cas c'est 100 versions, parce que vous pouvez avoir le même éditeur de départements d'à côté, mais ça ne fonctionne pas parfaitement, parce que le paramétrage n'est pas le même, la version n'est pas la même, etc. Donc on a beaucoup espéré, effectivement, de cette intégration des services d'information. Alors, si SAMU va peut-être avoir un peu plus de délai, peut-être que je parle avec beaucoup de considération pour ceux qui portent un projet, et Dieu sait si c'est compliqué. Mais en tout cas, la technologie va nous aider, mais la technologie nous aidera d'autant plus qu'on arrive à avoir des positions communes, c'est-à-dire des façons de travailler communes. Le collègue du 03, moi je suis content d'entendre ce qui vient d'être dit. Quand le SAMU 03 n'est pas localisé avec le CODIS CTA 03, mais travaille de manière harmonieuse. Moi, j'ai jamais entendu les collègues du 03 se plaindre de ce qui se passe. Mais voilà. Et ça semble pas être effectivement le cas dans l'autre sens. Donc c'est très bien. SAMU 03 a une particularité, à ma connaissance unique, c'est que c'est un département où autrefois il y avait 3 SAMU. Quand même. Montluçon, Vichy et Moulins. Aujourd'hui, je crois qu'il est à Moulins. Bon, j'ai habité à Moulins quand j'étais petit, donc je m'intéresse un peu à l'Allier. Oui, ça peut marcher. La cohabitation, peut-être qu'elle n'est pas obligatoire. En tout cas, aujourd'hui, elle est souvent l'instrument d'une communauté de stratégie ou d'une communauté de doctrine. Mais elle peut exister sans cohabitation. Donc on peut s'aimer sans cohabiter peut-être. Il n'empêche que quand on a du mal à avoir une doctrine commune, le fait d'être à côté peut faire que plutôt que l'autre qu'on ne voit pas, dit « ouais, c'est de sa faute » dans les deux côtés, eh bien des fois on se parle mieux. Mais si on est déjà parfaitement harmonieux, soyons harmonieux avec des outils intégrés. Je ne sais pas quel est le niveau d'interopérabilité des SI dans le 03. Je suppose qu'il est correct.
parce que sinon ça ne marcherait pas aussi bien que ça. Et ce ne serait pas efficient. Il faut que ce soit efficient. Donc, ce qui est certain, c'est qu'un système où on se dicte les adresses, c'est un système périmé. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais je ne suis pas un ayatollah. Je ne veux pas marier les gens de force. Hein. Si les gens veulent être plus loin, voilà. Mais c'est toujours compliqué de dire je veux être loin, mais je veux absolument travailler sur les ressources des autres. Je pense que c'est mieux quand on est amené à travailler ensemble, à le faire pas extrêmement loin. Voilà. Je pense que, oui. Pour le monsieur du 03, c'est ça, voilà. Je suis aussi heureuse de vous entendre parler ainsi, puisque c'est vrai que pendant les débats, il y a des fois eu voilà, des prises de position, mais c'est normal, ça fait la beauté de la démocratie en France. Il y a des positions qui sont de temps en temps prises, mais pour lesquelles, quand on se met autour de la table et qu'on discute, on arrive à des solutions. Donc, l'enjeu entre les sapeurs-pompiers et le SAMU, c'est justement que chacun a une compétence, mais que le législateur veut tout simplement que de temps en temps, vous puissiez aussi vous marier sur certains sujets pour des questions de simplification et d'efficacité. Donc, c'est vrai qu'il y a l'humain derrière et que ce n'est pas toujours évident de se retrouver. Mais là, je pense qu'au-delà des discours, des prises de position, on est prêt vous êtes prêts à aller dans ce sens. Sur la question de l'informatique, des logiciels, c'est vraiment un gros sujet en France et ce n'est pas uniquement dans votre domaine, même au niveau des hôpitaux. Il y a une harmonisation en cours, mais présentement, entre différents hôpitaux, ce n'est pas les mêmes logiciels. Ce qui fait que la mise en place des GHT et autres, c'est compliqué. Donc, il y a des efforts à faire dans ce sens et je pense aussi qu'à travers cette expérimentation, la question de la plateforme va amener aussi à réfléchir sur les logiciels à utiliser. Et en tout cas, j'espère que ça va aussi aboutir à quelque chose peut-être de mieux pour la cohabitation dont on parle ou du mariage qui ne doit pas être forcé. Il faut juste qu'on espère que ce soit un peu plus rapide que le DMP, hein, qui a changé de nom depuis, parce qu'on en parle depuis. Et puis rassurez-vous, Madame la députée, ça se passe la plupart du temps dans tous les départements, ça se passe très bien sur le terrain, hein, la complémentarité entre... Oui. C'est vrai qu'on affiche des oppositions, et d'ailleurs je vais proposer au Dr Adjan de passer la soirée ensemble. Pourquoi pas? Oui, je confirme que dans le Lot, c'est vrai que j'ai pas eu de manifestation. Donc ça se fait, les SAMU et les pompiers travaillent ensemble, mais dans la main, on va dire... Mais bon, alors, je confirme. Moi, je ne pense pas qu'on tienne un discours d'opposition. Je pense qu'on tient un discours de position qui ne sont pas forcément toutes alignées et qui se règlent. Voilà. Sur les systèmes d'information, l'Agence du numérique de la sécurité civile, qui est l'équivalent de l'ex-ASIP Santé, qui est maintenant l'Agence du numérique en santé, et qui développe le Nexis, qui est donc le futur SI, travaille. Et je suis très près, parce que dans mon métier, je suis vraiment aussi sur ces sujets-là, travaille avec les éditeurs de logiciels de régulation médicale, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas ici SAMU qui va tout de suite porter cela, hein, mais c'est les Centaure 15 et autres types de logiciels, travaillent avec. Et il n'est pas question que les prochains logiciels ne soient pas interopérés. Ça, de toute façon, c'est une volonté très claire, et je suis convaincu qu'elle est bilatérale. C'est une volonté très très claire de l'Agence du numérique de la sécurité civile que de toute façon développer un outil qui va commencer à être déployé dans un peu moins d'1 an, un outil qui sera interopéré, c'est obligatoire. Donc effectivement, la virtualité, je pense, elle est pour demain. Voilà. Et ça, c'est déjà beaucoup. Et croyez-moi, travailler sur ces aspects en apparence technique, et je vous assure que c'est vrai, travailler sur ces aspects en apparence technique, c'est aller très vite sur des sujets de doctrine, et c'est très vite homogénéiser les doctrines. Voilà. Donc je suis plutôt optimiste. Voilà, je passe à une dernière question. Et bien voilà, donc c'est la fin de cette table ronde. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci à vous pour l'invitation. Avec des discussions ouvertes et merci au public.